Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle quotidienne numéro 17 je crois. C'est pas mal, ça commence à monter aujourd'hui avec Baptiste. Comment va Baptiste ? Bonjour, bonjour Guillaume. Eh bien écoute, ça va très très bien. Ça va très très bien puisque j'ai bien mangé. J'ai mangé qu'est-ce que t'as fait ? en tant qu'Alsacien, j'ai fait des tartes flambées que tout le monde hors Alsace appelle des Flamencuche, mais en Alsace on dit tartes flambées et du coup je trouve ça marrant. D'accord. J'ai mangé une flamme cuche moi ce week-end, tu vois aussi. Ah c'est vrai ? Oui, moi je dis flamme cuche, du coup. Eh ben oui, mais c'est marrant quand même que tout le monde dise le nom alsacien, enfin allemand en dehors de l'Alsace. Mais bon, bref. J'ai mangé ça. J'ai vu un magnifique Jalen Brunson contre Amen Thompson. Je Ouais. suis en pleine forme, donc franchement, ça... Alors, ça ne peut pas aller mieux, j'ai envie de dire. Ça pourrait presque aller mieux si les Mavs n'avaient pas fait ce trade, mais non, sinon ça va très bien. Et toi ? Ça va, on salue Akabracadabraa. Je pense que je vais buter sur ton nom tous les soirs, c'est pas naturel pour moi. mais en tout cas, merci de ta fidélité. Bamzerito, bien sûr, avec Pochtron, Flo qui est déjà par là aussi. Il y a plein de monde qui est là. Malakoz, qui était là un peu plus tôt que d'habitude. D'ailleurs, Malakoz, re-bienvenue à toi, Jobro. Oui, Geldi, premier message dans le chat. J'espère que tu vas bien. Hello. Vincert qui est par là aussi. Jigstrand. Qu'est-ce que je manque, j'espère que j'ai tout dit. Mosky 111, pardon, j'arrive plus à parler, c'est le début de la quotidienne, j'arrive plus à parler, c'est génial. Bienvenue en tout cas. Regaviv qui est par là. Bref, Jajazman aussi, Malteser, bonsoir les amis, et bien bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien. C'est vrai que Baptiste, on s'est pas parlé ce week-end, on s'est pas parlé depuis l'affaire, on s'est pas parlé depuis le brain fart. Non, c'est pas un brain fart. Le trade de Drew Eubanks, c'est ça ? Ouais, on peut dire ça comme ça. Yes, j'ai pu me libérer tôt ce soir pour la course au rôti. Ah d'accord, ok. Ok, Malakoz. Axel aussi, bonsoir. Axel, gros joueur de quiz aussi. Hein. On a des sérieux joueurs de quiz, on verra ça en fin d'émission. Donc oui, Baptiste, on s'est pas parlé depuis ce week-end assez agité. On va se reparler peut-être jeudi sur la trade deadline, quand on fera ça en live à 21h30 ou 21h d'ailleurs, je ne sais pas. Mais alors, que première impression, Baptiste ? Mais je crois que j'ai eu beaucoup de mal à réaliser. Parce que je sais pas, j'ai un truc qui me met des notifs sur. Pas des notifs de Shams, mais tu vois, c'est des trucs un peu modifiés. Et je vois la notif AEG et Doncic échangés. Mais enfin, en fait, au début, j'ai pas compris. Je pensais que c'était genre échanger, j'en sais rien, moi, au All-Star Game où il y en a un qui était pas starter, un truc comme ça. Et Je pensais qu'ils avaient des mariages ouverts et libres, c'est ça ou non ? Ouais, voilà, pourquoi pas. Ça m'aurait moins choqué. Honnêtement, Ouais. ça m'aurait moins choqué. Mais juste l'incompréhension. Alors après, tout ce qui s'en est suivi après, encore moins, parce que... c'est ce que je disais un peu en off, mais pour moi, les Mavs avaient quand même une meilleure équipe que l'an dernier. Ils sont allés en finale l'an dernier. Et c'était grosso modo l'équipe un peu parfaite pour battre OKC, quoi. Oui. Et ils avaient des grosses lacunes qu'ils avaient un peu gommées avec l'intersaison, donc je comprenais pas. Puis après, tu apprends qu'ils ont juste sondé, du coup, je crois que c'est juste les Bucks et une autre star que AED. Mais pour moi, c'est scandaleux. Et j'ai cliqué sur j'ai pas écouté en entier le podcast que t'as fait sur Doncic, mais j'ai cliqué au hasard et t'as dit, la phrase pour moi, un peu pour moi le truc un peu principal. Vraiment, j'ai cliqué au hasard sur, je sais pas, t'as fait quoi, 2 heures, un truc comme ça. Ouais. C'était que en fait les Lakers, ils ont déjà fait le plus dur de leur reconstruction, quoi. Oui, ils ont déjà commencé le cycle d'après, ils l'ont presque même déjà fini en fait. Parce que, Oui. ouais, effectivement. Et Alors qu'on salue aussi Pédiluve, salut à toi. Okoro aussi qui est par là. Et Malteser qui dit le dilemme de jeudi du live de TT ou le tien. Non, il n'y a pas de dilemme. Pas de dilemme, allez voir Trash Talk, allez voir tous ces gens-là qui font vivre, qui mettent l'ambiance et qui le font vivre la trade deadline beaucoup mieux que moi, même si, j'étais là avant, hein. Nous on faisait ça en 2013 avec l'écho des parquets, mais non, mais allez les voir eux, franchement, la trade deadline elle se finit à 21h, nous on va arriver après, alors, je pense un peu pour parler des trades, hein, mais nous c'est le créneau d'après, quoi. Eux ils vous la font vivre très bien, d'ailleurs. C'est l'after.
Nous, c'est un peu l'after, ouais, c'est ça. Mais le côté, on est en live, on meuble un peu, tiens, on réagit et tout, ça, ils le font extrêmement bien, ça, vous le savez. Et puis eux voilà, ils tiennent 2 heures ou 3 heures et après, ils coupent quand la deadline est passée. Et nous, on arrive après. Nous, on est en mode le truc facile, quoi. Nous, on essaie pas de vous le faire vivre, on va arriver après. Voilà. Donc voilà pour jeudi, je pense que ça va être un peu ça le programme. Oui, c'est quoi cette vidéo? Oui, parce que j'ai fait la blague. J'ai fait la blague avec. Mince, on voit pas ma souris dans OBS. Comment est-ce que je peux régler ça? C'est pas grave. Non, la blague sur le libertinage, vu que t'as parlé de échanger, mais on sait pas. T'as espéré que c'était pas les joueurs et les équipes qui avaient été échangées. Allez voir cette vidéo qui raconte l'histoire. C'est très marrant. Secret Base, c'est SB Nation, hein. C'est la chaîne YouTube de SB Nation. Voilà, allez voir ça. C'est un peu bizarre, mais bref, Ah oui. bref. Tu connaissais pas cette histoire, toi? Ah, mais pas du tout. Pas du tout. Ah, Là, du coup, je lis un peu, je découvre en même temps. Oui, c'est très, mais très du coup, bizarre. c'est une histoire vraie. C'est une histoire C'est une vraie. histoire vraie. Mais en même temps, le baseball, c'est. Mon Dieu, mais quel univers passionnant, quoi. C'est incroyable, le baseball. C'est incroyable. Mais alors, je sais pas où j'ai lu ou entendu ça, mais qu'au baseball, il y a des joueurs qui se faisaient échanger enfin, après, en NBA, tu me diras, on a eu Harrison Barnes, mais genre vraiment en plein match et que ça arrivait régulièrement que des joueurs se fassent échanger en plein match. Après, je ne suis pas sûr du tout de mon info. Parce que je ne regarde pas les baseballs. Échanger en plein match, ça me dit rien. Par contre, c'est vrai qu'on peut aussi commencer par ça. On va pas non plus refaire 1 heure sur Luka Doncic. Mais une des news du jour, c'est le trade, notamment de Caleb Martin. Je pense qu'on peut l'expliquer assez facilement. C'est le fait qu'on a, hop, j'essaie de vous mettre ça à l'écran. C'est pas ici, c'est ici. C'est un move financier, hein, pour le coup. On est vraiment sur un vrai move financier. C'est pas pour dire, parce que j'ai aucun crédit, et pas que moi et tout le monde. Si vous connaissez un peu le propriétaire des Sixers, vous aviez compris que ça allait tomber, parce que c'était même un peu sorti, et que grosso modo, on n'est pas bon. Bah non, je vais pas payer la taxe, hein. Je sais pas si Thibaut, gage est dans le chat ou nous écoute en replay, mais lui, il le sait mieux que tout le monde. Thibaut de Sixers, à l'époque, Sixers France, qui avait créé des bas sports et tout. Mais voilà, c'est... Josh Harris, je crois, le propriétaire, on le connaît. Et il aime pas ça. Donc, en vrai, tu vois, pour les Mavs, bonne addition, même si l'équipe, pour moi, je m'en fiche un peu, quoi, de ces Mavs. Ouais. Non. Mais pas par dépit, c'est juste que oui, c'est une bonne équipe, mais bon, voilà. C'est et plus chapeau de l'autre 1, côté, quoi. le seul truc que je ne sais pas, c'est est-ce que dans le transfert, ils récupèrent les droits de Quentin Grimes. A priori, j'ai envie de dire oui. Et si c'est le cas, je pense que c'est un excellent coup. Alors oui, mais est-ce qu'il y a des droits à Quentin Grimes? Parce que, en fait, moi, ce que je me demandais, je suis pas du tout expert, encore moins que toi. Beaucoup Si, moins non, que tu peux le toi. dire. Mais, oui. Mais non, mais parce que Gershon Yabusele, il y a beaucoup de rumeurs de trade parce que il a été signé au minimum. Et ils peuvent lui donner, si je dis pas de bêtises, c'est un peu ce qui s'est passé avec Hartenstein, c'est 140% ou quelque chose comme ça de ce qu'il touchait cette année, ou c'est un certain pourcentage. C'est ça. Et ce qui me semblait, c'est que Grimes, il a été signé au minimum aussi. Donc je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas ce truc de, en fait, juste ils ont pas les bird rights sur Grimes aussi, quoi. Mais je sais non, pas. parce je sais que pas je trop. pense que quand tu fais un échange, je pense que tu récupères les bird rights. Alors on va pas partir là-dessus, mais voilà, merci à Tom qui est dans le chat. Super, merci Tom. Tu nous confirmes que vu que Grimes allait être restricted, comme ils échangent pour lui, c'est eux qui sont désormais les propriétaires du droit et qui ont le restricted. Donc a priori, ils pourront s'aligner sur à peu près tous les contrats. C'est un peu les règles, hein. Je crois que Parce que les du coup, droits, Grimes, alors je dis une bêtise, mais du coup, je croyais qu'en fait c'était sa 5e année à Grimes. Mais en fait, c'est sa 4e. c'est sa 4e. Oui, donc il est- oui. ok. 5e, Ok, ça aurait été la qualifying offer, pardon, mais qui est un cas très très rare. Mais non, on n'est pas encore là-dedans. Mais je pense que Tom est en train de nous pondre un message qui va nous dire tout ça. Mais voilà, donc oui, non, pour dire, pour Yabusele, ouais, mais alors, 4e saison, draft d'Aldama, oui, c'est ça, ouais, exactement, Tom. Non-bird rights, c'est bien s'il y a Tom dans le chat qui s'y connaît beaucoup plus que moi qui va pour dire. Oui, Le c'est Yabusele, le 2021. problème, c'est que comme il n'est pas là depuis longtemps, ils ont pas les bird rights, ils ont les non-bird rights. Oui, c'est ça. Et tu peux offrir c'était marqué là que 120% du contrat actuel. Enfin, tu peux offrir. Tu as la priorité sur une somme de maximum 120%. Mais après, comme j'en ai parlé, je crois hier avec Jérémy, mais il y a déjà des cas où, par exemple, je crois que c'est Whiteside qui était revenu, qui avait quand même repris un contrat à Miami. Voilà, Miami n'avait pas les droits, mais il avait quand même rechoisi Miami, quoi. Mais ça peut arriver, mais ouais, voilà.
non-bird right 120% du contrat précédent. Merci Tom. Heureusement que tu es là. Exactement. Donc voilà. Donc oui, ouais, en move fait, financier, mais je dis ça parce que au final, tu vois, move financier. Bah franchement, Daryl Morey et les Sixers qui récupèrent un mec qui vont non seulement ils ont les droits, mais qui est encore jeune, qui est un connecteur 3D très Ah oui. sympathique et qui vont pouvoir prolonger. Bah c'est quand même pas mal quoi de ce move financier en fait. Ah bah oui, 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 surtout que Grimes, bon, on le connaît, on l'adore, mais enfin, il y avait quand même un peu cette question de son année dernière au Knicks et bon, à Détroit, il n'avait pas joué, donc ça compte pas vraiment. Mais elle avait été un peu, peut-être pas ratée, mais un peu, voilà, un peu décevante. Et là, il avait quand même super bien rebondi, quoi. Je trouve cette saison, Ouais. il y avait même, alors, l'une ou l'autre séquence, même s'il y a pas mal de déchets, où il était un peu plus balle en main, etc., avec les blessures. Et non, et puis après, il y a toujours les attaques de close-out de Quentin Grimes. Mais non, pour Ouais. moi, en fait, je pensais qu'il était du coup dans sa 5e année et qu'il avait signé soit une qualifying, soit au minimum en fait au Mavs. Mais en fait, pas du tout. En fait, pas du tout. Je ne savais pas, j'avais oublié qu'il était encore dans son contrat rookie et que du coup, il y avait les bird rights. Mais du coup, bah oui, magnifique coup. Splendide. Enfin, splendide. Bref, donc voilà pour le move du jour. J'ai vu qu'on avait des rumeurs aussi. Ça s'agite un peu partout, évidemment. On peut parier, hein. On est d'accord que a priori les Warriors, ça s'agite. Est-ce qu'ils vont arriver à leur fin? Je ne sais pas. Là, j'ai vu qu'ils visaient du Bobby Portis. Et oulala. Et Vucevic, ça va être top, ça va être top. Ouais, c'est ça. On était en train de rêver à Butler. Ça va se finir en Vucevic et Bobby Portis, quoi. Donc, ouais, c'est ça. C'est un peu. À voir, à voir. Mais le coup de Butler aussi, c'est un peu décevant. Alors, Butler, ça fait un peu voler la vedette. Hein. D'ailleurs, on s'en Ouais. fiche maintenant de Butler. Hein. Je sais pas toi, mais maintenant, j'ai un peu ce truc Personne de. n'en Bah, je parle. m'en fiche de Butler, quoi. Pour Et le surtout coup. que maintenant, il y a des rumeurs sur Kevin Durant, etc. Donc, on n'en entend même plus parler, ouais. On n'en entend même plus parler. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est que Butler est en mode la course à qui va être le plus têtu. Donc, il est têtu envers Miami, il est têtu envers Memphis, qui voulait faire un échange pour lui, a dit non, pour plein d'équipes comme ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, à la fin, c'est pas lui qui va gagner, parce qu'il y a aussi Bradley Beal qui peut dire bah Ouais. non. Non, pas de trade, je reste à Phoenix, et donc Butler, tu viens pas, quoi. Donc, ouais, c'est assez drôle, ça, mine de rien. C'est assez drôle. C'est vrai. Je vous lis en même temps, Butler, il veut partir, mais aller nulle part. Ouais, c'est un peu l'idée. C'est exactement ça. Il veut partir, mais il veut aller nulle part. Ma théorie, c'est que je pense que son rêve secret, je sais pas s'il il se l'avoue à lui-même, son rêve secret, c'est que Pat Riley, là, il démissionne, il s'en aille, quoi. Grosso modo. Tu vois, genre, le rêve qu'il ose peut-être pas s'avouer, mais non, mais je suis bien à Miami. Il faudrait peut-être juste un nouveau président ou GM, et comme ça, j'ai mon contrat, et puis, et puis voilà, quoi. Mais Et tout le monde est content, quoi. Mm. ouais. Mais est-ce que t'as un move, toi, que t'aimerais absolument voir à la deadline? Parce que moi, du coup, j'en ai un qui est apparu ce week-end. Ouais, dis-moi. Bah, moi, c'est LeBron aux Warriors. Ah oui, bah oui, mais un peu pour le fun, quoi, pas pour le côté sportif. Oui. Mais Bah, ouais, bah, un peu un côté. Voilà, t'as fini le jeu, c'est bon, dernière étape, il manque plus que ça, et on s'en fiche, quoi. On a compris que c'était plus. Ouais, non, mais oui. Oui, mais oui. Mais ça ferait bizarre non, quand même. Hein. ça ferait très bizarre. Je sais Ça qu'il y en a acterait la beaucoup fin, en qui... fait, tu vois. Ouais, Ça c'est acterait ça. vraiment la fin. C'est ça, c'est ça. Mais bon, voilà, moi je me dis foutu pour foutu entre guillemets. J'ai pas envie trop de le voir avec Doncic, surtout, surtout Si, mais disons défensivement, mais que, bon, c'est le reste qui coince. Hein. C'est vrai que ça, oui, on pourrait faire ça aussi. Comment est-ce que les Lakers peuvent se renforcer? Ouais, l'option numéro 1 à court terme, mais je sais pas si elle est possible à court terme, ce sera un Claxton. Mais à mon avis, ah Claxton, oui, il va pas partir maintenant, quoi. Il va partir un peu cher. Je pense que l'option rapide, ça va être Rob Williams, notamment, à mon avis. Mm. 10 millions, 10-11 millions, blessé, donc un peu à risque. Et on va chercher un mec qui peut faire des alley-oops pour Doncic, quoi. Donc ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit aussi? Non, Paul George, ça s'agite aussi niveau Paul George. Moi j'ai imaginé un trade un peu sympa en mode Paul George qui va, Butler qui va aux Sixers, Paul George qui va aux Warriors et Wiggins plus des mecs qui vont à Miami. Je pense que ça peut être pas mal, mais bref. Bref. ouais. Assez de blabla là-dessus peut-être. On surveille un Twitter hein, parce il peut se passer des trucs. Hein, il Ouais. peut se passer des trucs. À Et tout on a moment. déjà vécu un gros trade ensemble, en live. C'était quoi déjà? Nick Richards, c'était le premier de l'année quand même. Ah oui, c'est vrai.
C'est vrai, c'est vrai. On avait fait au moins 20 minutes, hein, je crois, en plus dessus. Oui. Oui, C'est-à-dire que bon. proportionnellement, on aurait dû tenir au moins 5 heures, hein, sur Luka Doncic. Mais, Ah, mais mais bref. ouais, bon. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui ont regardé des matchs ou pas aujourd'hui? Ou pas? Moi, c'est la première fois depuis 3 jours que je regardais des matchs parce que parce qu'il y avait d'autres trucs à faire sinon, malheureusement. Euh, ouais, pardon, je suis en train de faire d'autres trucs à côté. J'essaie de tout faire en même temps. On y va pour les matchs du jour. Ça vous dit? Ça te dit, Baptiste? Samedi. On va là-dessus. On nous parle de Spurs Grizzlies, ouais, justement. Le game winner de Trae Young, ouais, on va voir aussi. Pistons Hawks. Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu des Spurs. Ouais. Ouais, alors ah oui, c'est vrai que pardon, je t'ai même pas questionné sur le trade de De'Aaron Fox. Quel est un peu ton avis, toi, sur Fox? Ben, je pense que vu la contrepartie, c'est magnifique pour les Spurs. Ouais. Pour moi, il lâche quasiment rien, enfin, pas grand-chose, quoi. Mais c'est vrai que dans la théorie, enfin, après, je demande à voir, mais tu vois, dans la théorie, j'aurais plus aimé un joueur un peu plus, on va dire, malléable off-ball, quoi. Tu vois, un joueur Oui. comme Mobley à Darius Garland pour faire des ghost screens ou des choses comme ça, ou qui est capable d'avoir des sorties d'écran, pour faire des decoy des decoys ou enfin des feintes, quoi, en gros. Mais du coup, mais c'est pas génial en soi le joueur, mais c'est tellement contre rien entre guillemets Ouais. que que je trouve ça génial. Et en soi là, le 5 majeur, ouais, je trouve que là il passe vraiment, enfin le 5 majeur des Spurs avec du coup Harrison Barnes, Devin Vassell, Castle et Fox, quoi. Ou bon, enfin j'imagine que ce sera Castle et Fox. Et Wemby, tu J'avoue le comptes que ou Hmm tu le mets dans le 5 toi, Wemby, ou pas? ah, j'hésite. Non, mais vraie question, est-ce que tu penses que Castle peut rester titulaire ou pas Mais après sinon ce trade? Parce que c'est Chris Paul. oui, par rapport à tout ça, ouais. Entre Chris Paul, entre Fox, Vassell, Castle, il y en a un qui va devoir se déplacer sur le banc, quoi, tu vois. Je me demande même s'ils vont pas tenter d'échanger Chris Paul avant jeudi. Parce Ah que, oui. parce que maintenant que t'as Fox, et en plus, Chris Paul a été signé pour 10 millions l'année. Donc tu vois, c'est pas un minimum, quoi. Tu peux obtenir un petit truc contre ça. Je sais pas, mais ouais. Non, non, mais après, à ce prix-là, le trade est cool. D'ailleurs, on dit, et c'est le trade de Lavine ou c'est le trade de Fox au final? C'est qui le meilleur joueur des deux? Non, je sais pas. Je pense qu'on a déjà parlé un peu sur le Discord, mais en effet, Lavine est peut-être plus malléable et peut s'insérer un peu plus partout avec son shoot. Mais moi, j'avoue que le prix est cool, donc l'opportunité est géniale. Alors, elle est aussi géniale parce que, enfin, l'opportunité est géniale parce que le prix est bas. Le prix est bas aussi parce que De'Aaron Fox et Rich Paul ont bien bossé, hein, pour faire que le Ouais. prix était très bas. Mais non, c'est vrai que moi, à ce prix-là, tu le prends à court terme. Mais moi, c'est plutôt moyen et long terme où j'ai pas envie de m'enfermer Mhm. là-dedans, quoi. Oui, c'est sympa. Mais je pense que tu peux faire mieux, quoi. Et c'est pas que le côté spacing, c'est pas que le côté Fox, il shoot pas, quoi. Moi, il y a un côté, tu as parlé de la malléabilité. Mais même ça, tu vois, oui, alors soit un profil malléable, donc, qui peut faire des trucs off-ball, etc. Soit juste un mec meilleur, quoi. Et je passe un peu pour le méchant quand je dis ça, mais j'ai pas l'impression de dire un truc révolutionnaire en mode. Mais en fait, quand t'as Wemby, t'as peut-être ce luxe de pouvoir attendre l'opportunité parfaite, ou en tout cas de viser haut, et il existe des joueurs NBA quand même un peu meilleurs que De'Aaron Fox. Est-ce qu'on peut au moins me concéder ça, pour le coup? Mais après, je comprends, il y a un peu ce côté. Ça fait Parce que rabat-joie, hein. t'en as pris beaucoup, parce que t'as été un peu rabat-joie. J'ai Ouais, pas. un peu plus que d'habitude, parce que c'est vrai que la vie n'est pas, comment dire, Oui. n'est pas Et parce consensuelle, que, quoi. parce que Wemby attire aussi plus de monde, j'imagine. Oui, puis de toute façon, en plus, t'as les algorithmes parfois YouTube sur les podcasts aussi, où forcément, bon, voilà, Ouais. t'as des gens qui te découvrent, et c'est tant mieux. Il y en a qui découvrent, ça leur plaît. Mais non, mais je peux comprendre l'idée, hein. En gros, t'as un mec qui dit. Enfin, les Spurs font un coup de génie, et t'as un mec qui dit ouais, mais attention, long terme et tout. Enfin, c'est le rabat-joie, quoi. Mais non, mais Mhm. on est à peu près tous d'accord pour dire que il peut exister des meilleures options long terme. Et moi, je suis désolé, mais moi, le Jamal Murray, je suis traumatisé, en fait. Et pourtant, je l'ai vu, hein, cette équipe, hein, on l'a vu se construire. À l'époque, c'était le duel Jamal Murray-Gary Harris, qui sait qu'elle allait le gagner et tout. Jokic, c'est pas censé être ça, mais moi je veux pas qu'on ait Wembanyama et qu'il fasse un peu comme le prime de Jokic, là, où en fait, il y a un titre et c'est tout, quoi. Et puis le mec à côté, le lieutenant, il est sympathique, mais tu peux faire beaucoup mieux, quoi. Donc voilà, et en plus, je sais pas si on peut passer à autre chose aussi, mais
Moi, j'ai hâte de la free agency, c'est ça? On va l'appeler comme ça maintenant. J'ai lancé le terme. Doncic. Ouais, on va voir si ça va prendre la free agency parce que l'été Ouais, 2026, il y a ce truc aussi de les Lakers, ils peuvent lui offrir un contrat, mais c'est pas un supermax. Donc, quitte à signer un truc qui est pas supermax, est-ce que par hasard, il pourrait pas tester le marché Lakers, Denver ou San Antonio quoi? Là, ce serait parfait. Ouais, mais pour le coup, est-ce que t'as vraiment envie de voir un Doncic Wemby? Enfin, je veux dire, c'est un peu dans la théorie la fin du basket, quoi. Enfin, la fin du jeu, quoi. Vraiment, Oui, c'est ça, ouais. Oui, c'est, on arrête tout quoi. on arrête tout, ouais. Enfin, Ouais, on fait pause, on part en vacances pendant 10 ans et puis on revient en 2036 quoi. ouais, voilà. Et puis s'ils ont eu que 8 titres, c'est vraiment un gros flop, quoi. Alors que, excellente remarque, les Spurs ne suivent pas les conseils de Tony Parker, ils ne rêvent pas assez grand. Au conseil de Eric Spoelstra. On nous dit aussi, pardon, la création de Trae Young, c'est choquant. Le type de passe et tout, c'est fou. Ah oui, pardon, parce qu'il y a les images de Trae Young pendant ce temps, mais donc rien à voir avec, avec les Spurs. Alors qu'on salue JK aussi qui est arrivé. Bonsoir, quel match ça a parlé? Pour l'instant, aucun. On va dérouler un peu. Cela dit, donc on peut commencer par le premier du jour qui est Atlanta contre Détroit. Je pense qu'on a tous vu un peu le match, le tir clutch à la fin. Mais Baptiste, tu vois à quel point ça a évolué? C'est que regarde le nombre de gens dans le chat qui ont dit, moi j'ai regardé aujourd'hui, quand j'ai posé la question, le nombre de gens qui ont dit, moi j'ai regardé Hawks Pistons. Les Pistons, petite cote, hein, on est d'accord. Ah bah, petite hype, même. Petite hype, ouais. C'est vrai. Mais bah, un peu à raison quand même. Enfin, ils sont quand même, moi je trouve, assez fun, enfin assez fun. Relativement aux attentes, quoi. C'est vraiment la définition de bonne surprise, quoi. Oui. Mais bon, je vois quand même, en ce moment, alors je suis pas allé voir les trends exacts, mais quand je regarde un peu les box scores comme on fait là, que Cade Cunningham doit avoir un usage en ce moment qui est quand même très très élevé. Pas mal, quoi. ouais. Ouais. Parce que là, sur le match là, il prend encore énormément de tirs. Je ne sais pas combien exactement. Mais j'ai regardé ce matin, c'est une trentaine, je crois. 23. 23, ouais. Non, mais tu vois, en plus, il a été All-Star et je pense que personne n'a râlé, quoi. Il y a un peu ce côté, bah ouais, c'est normal, quoi. Et non, mais c'est un peu une équipe jeune à la mode qui enfin commence à gagner parce qu'elle est enfin fonctionnelle en termes de spacing et de plein d'autres éléments. Donc on a 30 points de Cade Cunningham, pardon, je le dis pour ceux qui sont en podcast, 14 passes aussi. Tiens, on va la regarder pendant ce temps, ça peut être sympa. Oui, non, je voulais dire aussi, donc Oscar Thompson qui est revenu là depuis quelques temps, qui défend évidemment pas mal. La rotation intérieure, elle est à peu près fixe entre Jalen Duren et Isaiah Stewart. Donc ok, mais non, alors que SK Adams nous dit, moi j'ai regardé pour les Hawks perso et pas pour les pas pour les Pistons. Ouais, ça s'entend aussi. Côté Hawks, donc on a un triangle à 34 points, 9 passes. Dyson Daniels qui fait encore son match. Ah oui, d'accord. 4 steals, 3 blocs. Donc 7, les fameux stock steals et blocs. Ok. Rizaché, t'as vu la perf de Rizaché ou pas d'ailleurs il y a quelques jours, Baptiste? Non. Enfin, j'ai pas vu le match, quoi. Je l'ai vu passer, mais j'ai pas vu. Luc était un peu en difficulté au shoot, il a mis pas mal de ses tirs là, il y a 3 jours, ça faisait quand même plaisir. Mais ouais, je voulais aussi rappeler que, souvenez-vous, les Pistons, on a fait une équipe qui a beaucoup de place sous le salary cap. Donc pour la trade deadline, ça pourrait être un acteur assez majeur. Ouais. Mais et puis ce serait cool d'avoir un. Bon, je sais qu'il y a Ivy qui est blessé. Et pour le coup, c'était plutôt cool. Mais tu vois, un deuxième créateur avec Cade, moi je dis pas non, quoi. Je veux dire de bon niveau. Ouais. Oui, effectivement. Effectivement. Alors qu'on nous dit, je regarde peu les Pistons, mais j'ai été déçu de la capacité de Cunningham à se créer des tirs au cercle. Ouais, ça va quand même un peu mieux, hein, notamment par rapport à l'an passé et l'année d'avant. Bon, ça se me dira, c'est normal. Oui. Mais déjà, c'est un peu ce côté, on va dire que l'idée du profil, c'est un mec qui est un peu comme là, on voit sur les images. Bon, à la fin, il fait la passe, mais c'est-à-dire qu'il part depuis le périmètre, il va au moins dans la raquette. Il va dans la raquette et avec le combo de taille et toucher de balle, il faudrait que ça soit un peu sa zone, quoi. Ok, tu peux peut-être pas faire le step de plus et aller jusqu'au panier en mode à la Doncic. Il est pas puissant à ce point. Mais si il peut un peu maîtriser cette zone intermédiaire là, du petit flotteur en shootant par-dessus les mecs, ou voilà, ça peut le faire. Et en plus, il a du vrai bon toucher de balle. Hein, donc voilà, c'est pas un premier choix de draft pour rien non plus, quoi. C'est qu'en général, les mecs, il y a un bon package. Hein, il y a un beau cocktail de qualité, quoi. Oui, c'est sûr. Et sa capacité. Vas-y, pardon. Non, parce que j'allais lire le chat.
Non, mais j'allais dire, je crois qu'en volume, en termes de juste de drive et pas forcément de tir en fin de drive, c'est un des top 5 de NBA, il me semble. Mais c'est juste qu'il tente pas forcément énormément de tirs et il est pas. Ouais. Et surtout, c'est pas un joueur qui est très ultra efficace quoi sur ses drives non plus. Voilà. Alors que Tic Sierfleu nous dit ce qui me tue par rapport à tout à l'heure, ce dont on parlait, c'est cette obsession à vouloir chercher un meneur, alors que le profil de Victor te permet juste d'aller chercher tout, sauf ça. Mais restons dans les clichés des années 80. Oui, c'est vrai. Mais je suis d'accord, hein, je sais pas si t'as écouté le podcast, mais c'est exactement ce que je dis. C'est un peu en mode... en fait, dans la NBA d'aujourd'hui, tu peux juste avoir deux créateurs, on s'en fiche Oui. d'où vient la création, quoi. Donc t'as même pas forcément besoin d'avoir un meneur, même plus que ça. T'as un Stephen Castle, bon bah le mec, si c'est ton poste 1, c'est-à-dire que si c'est ton mec le plus petit défensivement, tu peux peut-être construire une défense incroyable, quoi. Et donc Ouais, c'est ça. Stephen Castle plus Ouais. Wemby plus Tatum, bah ça marche, quoi, en fait, hein, pour le coup. Oui, bah c'est ça aussi l'avantage d'avoir ce genre de joueur. Et même là, un peu dans la théorie, Jokic, c'est aussi ça son avantage, c'est que il te permet de pas avoir un meneur classique et aussi, Oui, dans la théorie, clairement. un joueur très grand enfin très grand, qui n'est pas une liability, une faiblesse défensivement quoi. Repartons sur les Pistons et sur Kate Cunningham. Sa capacité à éliminer son vis-à-vis sans pick ou sans play dessiné me déçoit un peu. Oui, mais ça, c'est vrai qu'il il a pas l'explosivité. Il a pas l'explosivité, donc Ouais. donc il y a un peu il faut un écran. Il lui faut peut-être un écran pour l'aider à créer un décalage. Et de l'autre côté, donc il a ni le côté vivacité et comme dit, enfin il faut que j'arrête de dire comme dit, comme déjà évoqué. Euh, non mais c'est vrai qu'il a pas non plus le niveau de puissance infernale et littéralement inarrêtable de Doncic. Donc il a pas non plus ce moyen là, quoi, tu vois, de Oui, se rendre un bah, peu à volonté au panier, ou même si le mec reste en face, bah non, pardon, excuse-moi, je passe, quoi. C'est un peu l'idée. Mais oui, moi c'est un peu le dernier truc je suis un peu qui me retient, j'allais dire, mais non, mais la capacité à créer le décalage ou vraiment à créer l'avantage et la séparation sur le la défenseur, séparation, ouais. ouais, elle est pas encore parfaite, mais effectivement. Le spacing Mais est meilleur ouais. grâce à Beasley, nous dit Jafoursil. Oui, mais alors c'est pas que Beasley, hein, je trouve. Il y a aussi un aspect d'organisation du terrain qui est très Ouais. bonne, quoi. Oui, il y a des meilleurs shooters, on est d'accord, mais c'est pas Jamal que le Murray, fait que voilà, c'est pas Beasley qui Beasley. te fait un spacing à lui tout seul. C'est bon d'avoir amené plusieurs shooters, mais tu vois, t'as des spreads pick and roll, donc des pick and roll avec tout en haut et puis tout est espacé. On voit qu'il y a des actions avec le mec qui est côté faible, il est pas dans le corner, il remonte sur l'aile, donc ça libère ça empêche la défense d'être tranquillement en mode l'aide vient depuis ici et puis voilà. Enfin, on a plein de petits trucs et astuces. En fait, organisation tactique, hein, finalement. Ouais, C'est ouais. d'ailleurs un peu Et un thème de cette année, hein, Baptiste, c'est cet aspect de le spacing, ça se crée autrement que juste par des shooters, en fait, dans cette NBA. ouais, exactement. Et puis même pour Cade, je trouve que, alors c'est déjà un joueur qui en jouait un peu l'année dernière, mais vu qu'il a pas ce premier pas, on aime bien le mettre dans des main à main plus que dans des pick and roll aussi, je trouve, Ouais. avec Duren. Et tu vois, bah là, il peut arriver avec un peu, vraiment un premier décalage, quoi. Et du coup, ouais, il y a un peu tout ça. Même, il y a pas mal on va dire, voilà, comme tu as dit, des petits systèmes un peu plus travaillé, on va dire. Tu vois, là, Des on pick voit and roll aussi petit, tu vois. Pas mal de Exactement, pick and roll petit ou des. Bah là celle qu'on voit à l'écran, c'est ça, quoi. ouais. Ouais, ouais. Ça, ils le font assez souvent, les pistoles comme ça, mais Ouais, et puis ouais. même l'aspect de mettre Cunningham au poste bas aussi. De ce côté, Oui. t'es grand, essayer un peu d'insister là-dessus, et si ça vient aider, toi, tu peux faire la passe, quoi. Donc ouais. La relation avec Duren est vraiment bonne, fan du playmaking de Cade, vraiment. Oui, bah ça c'est un peu ce qui acquis depuis toujours. C'est-à-dire le playmaking et le passing de bon niveau, voire même de très bon niveau. Ça plus la taille, plus le toucher. Voilà, c'est comme dit pardon. C'est le c'est le package quand t'es numéro 1 de draft, t'as un sacré cocktail de qualité. Donc voilà, défaite des Pistons, les Hawks aussi, hein, tant qu'on y est, on peut en parler rapidement, mais ça parle un peu de Brandon Ingram, ça parle de pistes comme ça éventuellement. À voir, parce que sans Jalen Johnson, va bien falloir un peu créer de l'attaque de quelque part. Donc voilà, je vois qu'on a 28 minutes de Vit Krejci d'ailleurs, qui fait sa saison, hein, représentant des All-Star Team 2000. Combien d'ailleurs 24. Oui, 24 déjà. Waouh. D'ailleurs, on va parler d'un représentant tout à l'heure de la All-Star Team de base, hein, de la toute première en 2021. On va en parler, ça joue du côté de Houston. Il a fait son match, hein. Il a fait son match, le Jason Tate. On y arrivera. Bref. Donc, deuxième match de la soirée, vous nous permettrez de ne pas passer trop de temps dessus.
si ça vous dit. 124-114, les Washington Wizards qui gagnent contre les Hornets dans un duel de qui arrivera à être le moins mauvais finalement. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Juste pour indiquer, Jordan Poole 2 sur 11 au tir, encore une fois, 6 points, 6 assists, il n'y a plus rien qui va. Le début de saison, c'est un peu estompé, hein, Jordan Poole, ça fait 3-4 semaines qu'on fait la quotidienne, et ça fait 3-4 semaines qu'à chaque fois ah mince, ah non, pas de gros match de Jordan Poole, je pense que c'est fait exprès. Je découvre en même temps que, tu vois, ça sur les quiz Who We Play For, Richon Holmes, je sais pas si tu l'as fait, mais je pense que c'est un très bon Who We Play For. Je l'ai fait en début de saison, je crois, le Who We Play For de Richon Holmes, ouais. Effectivement, il y en avait pas mal des comme ça aussi, j'en ai pensé à un hier, on savait pas qu'il était là, mais oui, il est encore là. Tate, ça va finir à Boston, c'est un move de Stevens évidemment. Ouais, bah c'est un peu ce que j'ai tweeté aujourd'hui, je sais pas si t'as vu mon tweet ou si les grands esprits se rencontrent, Vincert, mais ouais, je pense aussi. Les Wizards qui passent à côté, qui passent seulement à moins 15 de net rating. Ouais, j'allais te lancer, Baptiste, les Wizards qui gagnent, ils sont en train de perdre, enfin c'est un mauvais point pour la course à la pire équipe de l'histoire. Ouais, non mais là franchement c'est une triste journée. Alors je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'ils sont quand même solidement installés sur leur 30-30. C'est-à-dire 30e attaque, 30e défense, parce que il me semble que genre la 29e attaque c'était les Pélicans, mais qui sont en train de revenir parce qu'il y a Zion. Donc là-dessus, on est plutôt pas mal. Mais oui, ils sont plus qu'à moins 14,9. Mais ce qui est encore assez large. Hein. Je crois que c'est moins 13 ou moins 12,5 la barre, donc ils ont un peu de marge. Regardez cette passe, Jordan Poole, elle est pas mal quand même, non? La passe à une main dans le corner opposé. Ah oui. Elle est pas mal du tout quand même celle-ci. Ah hein. oui. Bon, il a mis 6 points, il a pas mis un panier, il est nul depuis un mois, mais elle est pas mal cette passe quand même, pour le coup. Bref, donc ouais, gros match de Koulibaly aussi, hein, ça fait du bien. Les tirs rentrent, 26 points pour Koulibaly. Passons vite. Oui, non, pardon. Kispert, 25 points. Et c'est dommage parce que Kispert est ce qu'on appelle un mec en poison pill. C'est-à-dire qu'il a signé un contrat anticipé en septembre, là. Donc pour moi, ça aurait été un mec génial à échanger à la trade deadline chez un contender, tu vois, un shooter en sortie d'écran. Ah oui, ouais. Sauf que, en termes de contrat, comme il a déjà été prolongé, mais de manière anticipée, il est actuellement sous son contrat rookie, mais il a déjà un gros contrat pour l'an prochain, sauf que dans les échanges, la somme qui part côté Wizard, c'est son contrat rookie, la somme qui arrive côté l'autre équipe, ce serait un énorme contrat, donc ça complique évidemment toujours les échanges, hein, ce genre de structure. Après il doit pas être... en gros, Poison Pill, ils reprennent, on est d'accord, le contrat signé. Oui. Mais le contrat signé, si je dis pas de bêtises, n'est pas immense avec Kisper. Mais bon. C'est vrai qu'il est moins gros que pour des stars, ouais, t'as raison. Oui, c'est pas Jalen Green, quoi. C'est vrai. Sauf qu'en général, un contender va avoir une masse salariale un peu plus bouchée que les Hornets. Donc ça veut dire que dans l'échange, l'équipe qui reçoit, elle reçoit le gros contrat de Kispert, plus ils doivent envoyer une grosse somme. Bref. Bref, non, Nick Smith Jr. aussi. Nick Smith Jr. qui commence un peu à se montrer là depuis 3-4 semaines. Là encore un bon match d'après ce que je vois. Donc voici pour les Wizards et pour les Hornets, ça fait déjà quelques minutes de trop. On me demande, SK Adams me dit, est-ce que tu as une équipe de cœur ou une équipe que tu apprécies un peu plus que les autres? Non, je suis un mercenaire, un vulgaire mercenaire, je dois dire. Et est-ce que cette année, tu as une équipe que tu aimes particulièrement regarder, on va dire? Les Mavs. Non, pour te dire, j'étais fan de Boston à la base. C'est-à-dire quand j'ai découvert la NBA un peu 2010, entre 2010 et 2012, ça a duré 2 ans. Et puis le match 6 de LeBron m'a dégoûté. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais non, mais après, je me suis rendu compte que déjà, quand tu commences un peu à faire de l'analyse, à mettre les mains dans le cambouis et tout ça, à déconstruire, on peut le dire comme ça, à déconstruire un peu ce qui se passe sur le terrain, j'ai l'impression que j'ai un peu perdu un aspect émotionnel. Tu gagnes en aspect analytique, mais un peu moins émotionnel. Et en plus, tu vois, les mecs ensuite de Boston sont partis. Et puis, je me suis dit, en fait, c'est juste que j'aimais bien les mecs, quoi, mais pas la franchise. Donc, je suis pas resté fan de Boston.
naturellement, et je suis un mercenaire. Je n'ai pas d'équipe. Mais après, j'aime bien LeBron, j'aime bien suivre les équipes de LeBron. Hors LeBron, j'adore Kyrie, j'adore Doncic, j'adore Jokic, des mecs comme ça. Et il y a des équipes coup de cœur aussi, hein, les Clippers que j'aime bien, les Clippers de Kawhi Leonard. L'an dernier, même cette année, elle est sympa l'équipe, tu vois. Pour le coup, Ouais. ok, ici j'aime bien parce que j'étais assez tôt dans le wagon, je pense qu'on peut le dire. C'est-à-dire que j'étais en mode. Mais vous allez voir, hein, le cas de Marc Dagnon, il va faire école, hein, alors que les mecs étaient en mode. Mais on a 15 victoires dans la saison, quoi. Et moi, je faisais des tweets. Donc, ouais, ok, si j'aime bien aussi, hein, j'aime beaucoup. Dallas, Doncic, j'aimais beaucoup, mais c'est fini. Mais ouais, non, je suis un mercenaire, je n'ai aucune émotion. Après, c'est un peu qui tout double, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas d'émotion négative, par exemple. Donc, bah voilà, j'analyse un peu mieux et je suis pas. Mais après, j'ai pas d'émotion positive comme toi. Si, Baptiste, toi t'es fan des Knicks, si les Knicks gagnent le titre, t'as une méga émotion. Moi, je l'aurais jamais, ça, pour le coup, tu vois. Moi, Oui. mon échelle, ma variance d'émotion est quand même plus faible que toi qui est plus grande dans le négatif, mais surtout dans le positif aussi, quoi. Donc ouais. Donc voilà. Ouais, et puis avec les Knicks, en plus, on est protégé. C'est-à-dire ils ont été tellement, tellement été mauvais que même s'ils sont mauvais maintenant, c'est pas grave, c'est que du bonus, quoi. C'est que du bonus, tu vois. Quand ils passent un tour de playoff, c'est déjà magnifique. C'est déjà magnifique. Ah, excellente remarque de Tom, merci. C'est pour ça que c'est lui l'expert du CBA. T'es obligé d'avoir une grosse trade exception pour les contrats Poison Pill. Oui, c'est vrai que c'est une manière d'équilibrer le truc, ouais, facilement. D'ailleurs, c'est quoi, Tom, les grosses trade exception là, sur le marché actuellement? Parce que pendant longtemps, on a parlé de celle de Gordon Hayward à Boston, mais c'était Oui. qui a traîné Et pendant 3-4 ans. Mais ça y est, elle est finie, quoi. Elle a servi pour Evan c'est pas Fournier. transformé. Ouais, voilà, j'allais dire. C'est ça, Pour ouais. Evan Ouais, ouais, Fournier, ouais. exactement. Mais c'était un peu. Mais c'est une des seules fois dans l'univers un peu médiatique, on parlait à ce point d'une trade exception, quoi. C'était les 30 millions de trade exception de Hayward, quoi. Bref, aussi, on avance. Milwaukee contre OKC. Bon, Milwaukee qui était en back-to-back, C'est les autre pauvres. chose. Un peu comme Memphis. Hein. Memphis aussi était en back-to-back. Ils ont perdu. Ah non, pardon. Memphis a gagné, par contre. Non, les Bucks. Mais je crois qu'ils sont pas allés à plein pot. Il y avait, non, il y Je avait crois même qu'il y a pas Lillard. personne, hein. Non, il y a personne. Il y a ni Lillard, ni Giannis. Je dis ça parce qu'hier, il me semblait avoir vu la news comme quoi il y aurait que Lillard et pas Giannis, mais en fait, il n'y a même pas Lillard. Donc, c'était Andre Jackson, Taurean Prince, Chris Livingston. Ah, j'adore les matchs comme ça parce que je vais découvrir des mecs pour les All-Hipster Team, pardon. Ryan Rollins. Oh, tu le connais un peu ou pas, lui, Ryan Rollins? Alors, si je dis pas de bêtises, il a. Alors, parce qu'en fait, je me suis posé la question l'autre jour en regardant le match contre les Spurs où ils ont vraiment mis des actions pour lui. Alors, je crois qu'il a Oui, joué du coup exact. ils ont mis des actions un peu pour lui et je crois qu'il a joué aux Warriors du coup, si je dis pas de bêtises. Ah, mais oui, c'est celui des Warriors de 2022, là. Ah, mais oui. Ouais. Oui, effectivement. Et effectivement. voilà. Voilà, c'est ça. C'est tout ce que j'ai retenu de lui, mais j'ai plutôt bien aimé quelques trucs de Ryan Rollins. Voilà. Oui, effectivement. J'ai pas fini le match contre les Spurs, mais, parce qu'il s'est passé un truc un dimanche. Mais ouais. Et donc, même dans ces matchs-là, Marjon Beauchamp ne joue que C'est le non. garbage time. Voilà. Il faut partir, monsieur, c'est un peu l'idée. Bref, donc OKC qui étrille Milwaukee. Passons sur ce match-là. Plein de matchs intéressants, hein, pour le coup. Tiens, celui-là qui est un peu nul aussi. Les Pacers qui gagnent contre le Jazz. Tiens, pas si nul que ça d'ailleurs. De 1 point, 112 à 111. Tiens, que s'est-il passé? Pourquoi est-ce qu'ils ont gagné que de 1 point? Quelqu'un a vu un peu ce match ou pas dans le chat? Je suis en train de regarder. Ali Burton, 18 points, 6 passes. Nembhard qui était par là. Nembhard qui est a priori top 20 joueur NBA, d'après ce que j'entends un peu sur Twitter depuis un mois. Il y a une hype, hein, Parce que une vraie hype. Le Nembhard. roi des on-off, c'est Ben Taylor, je crois que qui avait dit ça, que Ouais, ou peut-être quelle, Cody, je sais pas, mais bon, voilà. quelle déception. Utiliser des on-off, mesdames et Euh, messieurs. Bref, non, Siakam qui fait 22 points. Mais non, mais surtout, alors qu'est-ce qui se passe côté Jazz? Ah, Markkanen est revenu. J'avais un peu loupé ça, alors peut-être. J'avais un peu loupé ça. Ça fait combien de temps qu'il est Oui. revenu d'ailleurs, Markkanen? Je croyais qu'il était blessé. Aucune idée. Aucune idée. On va vérifier Mais ça. Ouais, donc depuis le 22 janvier, a priori. Ok. Ok, ok. quand même. Ouais, bah tu vois, ça montre à quel point on suit le Jazz. Keontae George, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on pense de la saison de Keontae George? Un peu déçu, non? Ouais, bah pas trop suivi non plus. Petite déception quand même parce qu'il y a quand même un peu des trucs des petits trucs à droite et à gauche qu'on aime bien. Après de ce que j'ai vu, j'ai trouvé qu'il y avait des séquences de drive où il finissait au cercle vraiment bien. Il y a un peu ce flotteur qui dans la théorie, il l'a un peu parce qu'il a beaucoup de touchés de balle
qui est pas toujours super maîtrisé, on va dire. Mais oui, ah oui, 68% au cercle. Bon, très peu de volume, hein, toujours beaucoup de dépenses sur le short mi-distance. Mais ouais, un petit peu déçu, mais après au final, ça reste un porteur de balle assez jeune et très très responsabilisé, quoi. Ouais, 21 ans, on n'est pas inquiet du tout. On n'est pas inquiet du tout. Vous pensez quoi du contrat de Markkanen? Je le trouve un peu élevé pour le joueur. Oui, et en même temps, ils lui ont donné pour pouvoir l'échanger, quoi. Et d'ailleurs, il n'est pas échangeable cette saison, souvenez-vous. Oui. Donc ça va commencer à s'agiter l'an prochain, dès l'été prochain plutôt, je veux dire. Mais bref, ok pour ce match-là, pas grand-chose de plus à dire, je pense, à part que Mika Potter a joué, ça veut dire qu'il n'était pas à Poudlard. Donc on arrête. Denver qui gagne contre les Pelicans 125-113 avec, je crois, encore un gros match de Trey Murphy. C'est dingue, pour ça. le coup, 41 points de Trey Murphy. Zion était par là aussi, mais il a mis que 14 points d'ailleurs. Ah, c'est intéressant ça. Comment est-ce qu'ils ont fait pour bien le défendre? McCollum 30 points côté Pelicans toujours. Je sais pas ce qu'ils vont faire les Pelicans. Je redoute que là, le côté, ça fait 2 semaines qu'on est revenu et qu'on joue bien, ils vont pas échanger les mecs en fait. Je crains un peu ça. Ouais, bon, qu'on joue bien, c'est quand même assez assez relatif parce que oui, du coup, je suis allé voir, ils sont 29e défense et ils sont quasiment la même défense que les Wizards. Mais non, moi franchement, je sais pas trop, hein. Je sais pas trop, j'ai l'impression qu'il y a pas trop de, enfin que c'est un peu on essaye de tanker discretos, quoi. On essaye de tanker discretos au Pélican, quoi. Sans que personne remarque. Petite question, bonsoir la famille, ATC7CDB qui nous dit, petite question vite fait, pourquoi les Lakers ne peuvent pas trade Maxi Kleber à ses 11 millions? Il vient juste d'arriver, tu peux pas le trade dans la foulée. Ouais, il y a une certaine période, mais surtout tu peux pas le refourguer dans un package, je crois surtout. Je sais pas si Tom est encore par là, mais il y a un peu cette idée que tu peux... Il y a des restrictions quoi, pour éviter que ça parte un peu dans tous les sens, en mode je prends un truc et je le rééchange en mode trader, quoi. Donc ouais, il y a certaines restrictions. Mais après, Maxi Kleber, bon, il paraît qu'il va pas très bien au niveau santé, mobilité et tout. Mais j'arrive pas à me fier à ces avis-là parce qu'en fait, les gens ne l'ont jamais aimé, quoi. Donc même à une époque où le mec était défenseur principal sur Jimmy Butler, déjà les gens l'aimaient pas. Donc j'ai du mal à me fier aux avis des gens, quoi, pour le coup. Mais bon, après, c'est vrai que les blessures se multiplient, malheureusement. Les blessures se multiplient, donc voici, où je mets les highlights de Strother, hein, mais qui a fait un bon match, hein, Julian Strother du côté de Denver, qui a toujours des séquences, moi ça me laisse rêveur. Je suis amoureux, je pense, mais bref. Jokic qui fait 27 points, 14 rebonds, 10 assists, il va se rapprocher du titre de MVP, hein, je pense. Zekenaji, 31 minutes. Non mais les gars, non mais c'est quoi ça? Mais non mais enfin, vous nous prenez pour des pigeons ou quoi? Non mais Baptiste. Attends, parce que du coup, en cumulé, il y a eu 43 minutes de DeAndre Jordan ou Zekenaji sur le terrain. Mais non mais Baptiste, mais il a jamais joué 31 minutes, Zekenaji, ils nous prennent pour des jambons. Mais ils nous font une Sims. Ils le font jouer pour les changer et ils pensent que ça va passer, quoi. Non. Mais attends, Jericho Sims, il y a des rumeurs, ils se sont dit pourquoi pas le tenter. C'est pas possible. Non mais la subtilité d'un éléphant qui rentre dans un magasin de porcelaine, quoi. Non mais les mecs, quoi. Zekenaji, 31 minutes titulaire avec enfin, tu vois, même pas titulaire comme Milwaukee tout à l'heure, quoi. Non, titulaire avec les gros, quand il y a tout le monde et tout. Non, ça c'est pas bien, Denver, c'est pas bien. Oui, je précise, hein, Zekenaji qui a un contrat à 9-10 millions l'année, donc il peut se faire échanger, donc il est un peu mis en avant là pour le coup. Orlando contre les Warriors, 104 pour les Warriors contre 99 Orlando. Normalement, moi j'ai un podcast qui va sortir sur Orlando, pas forcément pour dire qu'ils sont très bons, mais après la trade deadline. Mais ouais, ça galère un peu, depuis le retour de Banchero en termes de création sur le demi-terrain notamment. Et donc là, les Warriors en profitent. On va peut-être pas développer, mais c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que ça marque plus de points. La défense est cool, hein. La défense est toujours aussi cool, mais ça marche pas l'attaque, quoi. Ouais. C'est un peu d'ailleurs. Je vois encore des minutes de Quintin Post quand même, hein. Oui. Quintin, mais qui est, enfin, je crois juste un stretch 5, quoi, en gros. Oui. Alors qu'on voit une belle passe à l'écran de Anthony Black aussi. Mais ouais, non, mais c'est... Les Warriors, il va falloir ça. Hein. Si on échange un peu 3-4 mecs pour obtenir quelqu'un, il y a des Podziemski, il y a des Moses Moody, des Guy Santos, Jackson Davis ou donc Quentin Post qui va remonter dans la hiérarchie. Ouais. Bref.
Donc voici pour ce match-là, victoire des Warriors. Et puis il nous reste quelques matchs, on a parlé de tout. Les Spurs contre les Grizzlies, je voulais le voir, j'ai pas pu. On a déjà parlé beaucoup des affrontements entre les deux, victoire de Memphis. Je suppose qu'on a eu un peu comme la dernière fois, c'est-à-dire du Zach Edey qui va défendre en roamer sur Stephen Castle. Et donc Stephen Castle qui, encore une fois, a dû tenter pas mal de tirs pour essayer d'impliquer Zach Edey on ball ou sur les écrans. Voilà, c'est exactement ça, c'est un peu ce qu'on voit à l'écran. Ouais. Mais voilà. Mais alors il paraît, ça m'a un peu... ça m'a un peu refroidi ce matin pour le voir le match, c'est qu'apparemment il était un peu malade, Wemby. Donc il était pas très bien et je me suis dit, ah mince, il a peut-être pas dû jouer alors. Il était en day-to-day ou je sais pas quoi hier soir. Et j'ai regardé. 27 points quand même quand le mec est malade. Donc bon, ça va. Quand t'es Wemby qui était malade, tu fais quand même 27 points quoi. Avec aussi des stocks, des assists, tout ça. Enfin, la ligne de stats est toujours remplie. Ouais, ça, et surtout, c'est comme on a dit il y a 2 semaines, c'est le Jaren Jackson stopper, quoi. C'est-à-dire que la seule présence de Wemby, tu le mets sur Jaren Jackson et tu arrives à couper la tête de une des 2 plus grosses sources d'attaque des Grizzlies, qui est le drive de Jackson. Et c'est exactement ce qu'on avait vu la dernière fois sur les 2 matchs à San Antonio. Là, c'est un match chez les Grizzlies que on n'a pas vu, on va pas détailler, mais je pense que c'était un peu l'idée aussi, quoi. Pour le coup, on voit ce match-up à l'écran. Ok pour si, et tu voulais aussi donc nous parler de Phoenix contre Portland. Portland, l'équipe à la mode. Ben ouais, ben carrément. Mais non, ben en fait, ce qui est intéressant, je trouve, sur ce match, c'est en fait, c'est un joueur qui me saute un peu aux yeux, mais c'est Toumani Camara et le duel Toumani Camara contre Booker qui était assez intéressant. Ouais. Parce que déjà, sur le ballon, bon, on le connaît, mais Toumani Camara, j'ai rarement vu un joueur défendre aussi bien Booker. Bon, si, ça doit exister, mais il fait quand même partie des joueurs qui ont le mieux défendu Devin Booker. Il y a même un moment, il y a une sortie d'écran où il le contre, je crois, alors que Devin Booker, il est un peu connu pour avoir un point de relâchement très haut, et Toumani Camara arrive à le contrer. Et au final, Booker, il met pas mal de points, je sais pas combien il en met, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il en met quasiment pas sur Toumani Camara, parce que Toumani Camara l'a très bien défendu. Et dans la navigation d'écran, il a été très fort. Sur les pick and roll, sur les sorties d'écran, navigation d'écran aussi, du coup, il a été très fort. Et en fait, Booker arrive à l'avoir un moment sur un pull-up, et aussi un moment sur une sortie d'écran, donc un écran sur le côté, un espèce de wide pin down, quoi, en gros. Et en fait, Camara, a été en deny quasiment en top lock, en vraiment refuser l'accès au ballon à Booker à peu près pour l'empêcher de prendre les écrans en fait. Voilà, c'est ça. Et du coup, Booker arrive à se démarquer sur une action comme ça parce qu'en fait, il feinte de partir d'un côté pour prendre l'écran et en fait, il le prend de l'autre. Donc, Toumani Camara se fait un peu avoir. Mais après, Toumani Camara arrive quand même à le reprendre. Et alors, pourquoi je parle de ça ? Parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce qui s'est passé, c'est un peu les Blazers ont fait pas mal de switch all. Et c'est un peu ce qui s'est passé en fin de match. C'est un peu ce qui s'est passé en fin de match où, en fait, on a eu du coup, les Suns qui jouaient en 5-out, donc sans intérieur. Donc, c'était Bradley Beal. Il n'y avait plus Nick Richard, il n'y avait plus Mason Plumlee, il n'y avait plus tout ça. Et en fait, du coup, on faisait un peu de la chasse au mismatch. Et ce qui marchait pas mal, donc on le voit un peu là sur les highlights, c'est Devin Booker en fait sur DeAndre Ayton, qui appelait DeAndre Ayton. Et du coup, c'est une fin de match qui est un peu serrée, avec Portland en switch all. Alors, il y a Kevin Durant qui fait l'isolation face à DeAndre Ayton. Et au lieu de le driver, il lui shoot au-dessus, mais ça rentre. Parce que c'est Kevin Durant et voilà. Et après, Anthony Simmons redonne l'avantage à Portland. Et ce qui est intéressant, en fait, moi je trouve que en fait, j'ai bien aimé l'attaque des Suns sur la fin de match. Parce que du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont utilisé Booker qui appelait le mismatch face à Ayton. Et du coup, ça doublait sur Booker pour pas laisser Ayton seul. Parce que Ayton s'était fait driver 2-3 fois. Et Booker a soit trouvé le bon décalage et il y avait un bon spacing, ou à un moment, alors je crois que c'est, je sais plus lequel qui fait la passe à Bradley Beal qui est, tu sais, dans le dunker spot un peu à la Jrue Holiday pendant les finales, quoi.
ou un peu à la, je sais pas, mais voilà, qui traînent dans le dunker spot. Et en fait, du coup, voilà, les Suns, en fait, se sont créés des très bons tirs qui ont été parfois ratés, mais où en fait, tu avais un peu ce five out et un peu la théorie des Suns qui sont un peu avec un spacing maximal. J'attaque le mismatch, un peu les Celtics, quoi, un peu l'attaque des Celtics, mais avec Kevin Durant et Devin Booker, quoi. Ouais. Et alors, ils n'ont pas forcément mis leur tir. Et du coup, de l'autre côté, il y avait plus 1 pour les Blazers, plus 1 pour les Blazers et balle aux Blazers. Et du coup, ils font un espèce de. Une decoy, du coup, un leurre où il y a un main d'un côté pour Anthony Simmons. Et en fait, le système, c'est juste que de l'autre côté, du coup, avec les 3 autres joueurs, il y a un stagger pour Jeremy Grant. Avec, du coup, Deni Avdija et Toumani Camara qui sont utilisés en poseur d'écran. Et Kevin Durant arrive à contrer Jeremy Grant. Sauf que le ballon revient dans les mains de Jeremy Grant et il met un panier, donc ils sont à plus 3, les Blazers à ce moment-là. Et là, alors là, le panier qui amène nos amis, les Suns, en prolongation. Mais pour le coup, là, les Blazers, je me suis dit non. Je me suis dit non, quand même. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, c'est exactement ce que j'ai décrit avant, c'est qu'il y a Devin Booker qui a DeAndre Ayton, ça appelle le décalage. Puis après, du coup, il y a un drive de Grayson Allen à plus 3, je le rappelle, à plus 3. Et ils viennent tous aider au panier, alors qu'ils sont à plus 3. Et du coup, ils se font ouvrir à 3 points et tirent à 3 points de je ne sais plus de qui, d'ailleurs. Mais prolongation sur un peu un... je sais pas, peut-être une erreur de jeunesse. Voilà, du coup, là, il y a le compte de KD. Et du coup, ça va en prolongation. Et là encore, les Suns arrivent à trouver des bons trucs, sauf que vu qu'ils jouent petit, ils se sont fait un peu dominer au rebond. Alors je suis pas allé voir les chiffres, mais il y a un peu ce truc de, vu qu'ils étaient plus petits sur du switch all pour avoir le spacing en attaque, ils étaient forcément dominés au rebond. Et voilà, c'est de Royce O'Neal. Donc là, Toumani Camara, il reste sur Ayton, et après, ils viennent tous au cercle. Alors qu'ils sont à plus 3. Et donc, mouvement de balle, extra passe et 3 points ouverts, quoi. Oui, parce que là, dans cette situation, là, on parle de la dernière position du match, enfin, qui aurait dû l'être en tout cas. Ils sont à plus 3. En fait, il reste quoi? Il reste 7 secondes. Tu laisses Grayson Allen prendre le lay-up, en fait. Et tu t'en fiches. Oui. Tu laisses prendre le lay-up, tu prends le 2 points, tu récupères la position derrière. C'est un jeu des lancers francs. Tu n'aides pas à 3 points, là. Tu essaies de pas te faire battre. Mais si t'es battu, c'est pas grave. Tu laisses le 2 points, quoi. Donc, erreur de jeunesse, comme tu dis, je pense, en un sens. Ouais, c'est ça. Erreur de jeunesse. Mais malgré tout, il y a des petits trucs quand même que je me suis noté, du coup, à part cette fin de match un peu. C'est, en fait, j'ai bien aimé sur Toumani Camara. C'est des petites séquences où, vu qu'il a pas forcément un shoot super respecté, on le met un peu on-ball. En fait, sur le début des actions. Donc, il y a 1 ou 2 sorties d'écran où il y a un stagger pour Anthony Simmons ou des choses comme ça. Et en fait, je l'ai trouvé plutôt pas mal, quoi, là-dedans. Après, le 3 points c'est pas un non-shooter complet. Mais attends, quand c'est tu vrai dis que on-ball, ça veut dire que c'est lui qui tenait la balle comme un meneur pendant que Simmons faisait une sortie d'écran, quoi. Ouais, exactement. Et c'est arrivé 2-3 fois. Et du coup, lui et Deni Avdija, qui en plus, je les ai trouvés alors très forts dans les rotations au cercle, justement, enfin très bons sur ce match. C'est vrai que j'avais plus l'image d'un Toumani Camara aussi on-ball et Deni Avdija aussi on-ball. Mais ouais, du coup, j'ai vraiment bien aimé alors cette équipe à la mode qui fait des erreurs encore, mais plutôt intéressant ce match et ce duel un peu, ce duel entre finalement 2 équipes qui sont pas si loin au classement, quoi. Et Deni Avdija toujours bluffant de justesse, quoi. Il fait aucune erreur. Il a fait quoi sur ce match-là, Avdija, 8 sur 12, 24 points, 5 assists, ouais, c'est le connecteur parfait, quoi. C'est défense, passing, du shoot en plus, je comprends toujours pas que les Wizards aient lâché, mais bon. Pour si peu, quoi, enfin qu'il y ait eu que ça comme offre, entre guillemets, quoi. Ouais. Tu Woos nous dit, ils ont failli refaire la même, une deuxième quand Avdija fait faute sur Booker sur la dernière position de la prolongation. Heureusement, Booker manque le 3e lancé, sinon c'était 2e prolongation. Ah oui, d'accord. Oui. Ok. Donc, ils voulaient vraiment pas le gagner, ce match, les Blazers, apparemment. Scoot qui va mieux depuis quelques temps. Et il y a un drive de Scoot. Ouais. Il y a un drive de Scoot, si t'arrives au retour. Il a mis
entre guillemets que 4 tirs, mais que j'ai trouvé vraiment très bon parce que en fait c'est bête, mais il fait un appel de pied et c'est quelque chose qu'on voit quasiment jamais avec lui. Il fait un appel de pied pour vraiment se donner de l'explosivité verticale. Il attaque le contact et il finit avec le contact. Et là je me suis dit waouh, j'ai pas du tout l'habitude de voir ça quoi avec lui. C'est quoi que t'appelles appel depuis? C'est une double appui, quoi. Double. Oui, C'est ça, bah, là, c'est il celle-là. prend, oui, c'est ça là. Il prend son impulsion à 2 pieds, quoi, concrètement. D'accord. Oui, c'est vrai. C'est pas soin de le voir attaquer le contact de cette manière, ouais. Ouais. Euh, ok, ok. Avdia, est-ce qu'on n'est pas sur le Derrick White du futur, plein de qualité, super contrat? Oui, oui. Oui. Je pense qu'on Oui, est point. sur ce type de joueur, quoi. Après, c'est pas top en création pure, mais bon. Klingan qui fait 9 minutes. Shadon Sharp qui fait 19 minutes. Dalla de Banton qui ne joue pas. D'ailleurs, Matisse Thybulle, ça fait combien de temps qu'il a pas joué en NBA, quoi, Matisse Thybulle? Je comprends pas. Ouais. C'est genre un phénomène aux Sixers, alors phénomène. Il avait ses défauts aussi, hein, mais Dans son style. dans son style, c'est quand même un truc très intéressant, quoi. Mais non, mais tu sais depuis quand ils sont à la mode, les Blazers? Tu le sais. C'est Depuis depuis quoi, qu'on en a pardon? parlé dans la quotidienne. Depuis quand est-ce qu'ils sont à la Ah mode, oui, les Blazers? C'est depuis que toi et moi on en a parlé, le match contre Détroit, hein. C'est ça. contre Début Détroit, ouais. janvier, là, ça a tout lancé. C'est ça. Ils se sont dit, ah ouais, c'est pas mal ce qu'on fait, bah, on va continuer. Ouais. On va continuer. Non, mais c'est bien, c'est quand même bien. C'est quand même bien que le coaching aille mieux, il se passe des bonnes choses sur le terrain et que voilà, on le répète aussi assez régulièrement, mais quand t'as des jeunes, faut pas juste les lâcher en mode allez-y, faites et grandissez, vous avez tous les ballons. Non, il y a aussi plus ton cadre, ça va être un cadre compétitif et cohérent, mieux tes jeunes vont se développer aussi, quoi. Donc voilà, c'est paradoxalement, t'auras envie de dire, non, non, surtout pas de vétérans, surtout pas de ça, et juste allez-y, prenez tous les ballons, alors qu'en fait non. Avoir un cadre cohérent, c'est aussi ce qui permet de mieux se développer. Mm. Donc voilà. Et puis, ah tiens, j'en ai loupé un là d'ailleurs, de match du jour. Kings contre Timberwolves. J'ai totalement loupé ça. Excusez-moi. Donc les Kings qui gagnent de 2 points contre Minnesota. Demar DeRozan, ça y est, on est parti quoi. 14 sur 25, 37 minutes, 33 points. Ouais, bon DeRozan a pris les rênes quoi. C'est un peu ce qu'il faut retenir, j'ai l'impression. Les pleins pouvoirs. Les pleins pouvoirs. Quoique, Malik Monk aussi, hein. Malik Monk aussi. Malik Monk, ouais, mais ça fait un moment, Malik Monk. Oui. Donc 26 points de Malik Monk aussi. Devin Carter qui commence un peu à apparaître dans la rotation régulièrement. Ça fait plaisir aux fans des Kings. Isaac Jones, mais qui êtes-vous, monsieur Isaac Jones? Non drafté, Enchanté. 25 ans. Ouais, ok, je ne vous connaissais pas, mais tant mieux. Bienvenue en NBA, Isaac Jones. Et non, de l'autre côté, on a un beau match de Nasrid. 30 points, 12 sur 19 en 40 minutes, alors que Randall n'était pas là. Ouais, un peu comme d'habitude, hein. On Ouais. attend ça tous les soirs maintenant. Tu vois, c'est pour ceux qui ont peut-être des doutes par rapport à non, mais vous êtes trop chaud sur Nasrid. Bon, voilà, le mec est titulaire, il apporte du spacing, il met 30 points. Il peut le faire, quoi. En tout cas, il montre qu'il peut le faire. C'est un peu le principal. Ouais. Oui, et puis même ça, enfin, on a déjà parlé, mais sa valeur du structurel du spacing, c'est quand même un truc que malheureusement Randall n'a pas et n'aura jamais, quoi. Alors que Akabarda nous dit ça fait 10 Kings Wolves qu'aucune équipe à domicile ne l'a remporté. Record NBA en cours. Alors ça, c'est de la fun fact. Ça, ça c'est de la Ça, stat. c'est Ça, dingue. c'est du fun fact magnifique. Ah ouais, ok. Voilà la déclat de Conley. Les Wolves sont mauvais à domicile car ils sont beaucoup à avoir des bébés, donc ils dorment mal. Ah d'accord, oui d'accord. Oui c'est vrai que quand tu joues à l'extérieur, du coup tu t'abandonnes tout ça quoi. T'as pas ça, tu dors tranquille à l'hôtel. Ouais. C'est probable, c'est probable en effet. Donc bref, très beau match de notre ami Nasrid malgré la défaite. Dillingham d'ailleurs aussi, hein, que toi t'aimes bien, hein, Rob Dillingham, je crois, qui Ouais. commence un peu à avoir des minutes. Non, ça me fait toujours rire que tu dises que toi t'aimes bien. Au final, je l'aime pas, enfin, je l'aime pas spécialement, mais enfin, ça me fait toujours rire que. Ah pardon, non Je mais parce que suis, t'avais fait 2-3 trucs sur lui, il me semble, où Oui, t'avais été oui, assez oui. optimiste. Oui, bah, en fait, c'est plus. Oui, parce que je trouvais que. Enfin, c'est pas commun de voir une équipe qui était en finale de conf qui un peu monte et qui est mise sur un rookie. Du coup, je trouvais ça intéressant, quoi, sa draft. Et ouais, j'ai essayé de me demander et je trouvais qu'au final, il y avait des trucs qui étaient plutôt intéressants, c'est sûr. Mais oui, au final, je l'aime bien. Mais c'est pas un coup de cœur non plus, quoi. Mais bon. Ouais, ok.
Après, en l'occurrence, ils n'ont pas rien donné non plus. Ils ont donné le pick 2031 non protégé. Ils l'ont donné aux Spurs et le pick est désormais chez les Sacramento Kings. Voilà, qui a été échangé dans le trade de Fox. C'est vrai. Oula, alors qu'on voit un magnifique drive de la part de Ouais. Edwards là. Un Eurostep de l'enfer là. Oups, autour de Keegan Murray. Magnifique. S'il pouvait faire ça tous les matchs. Bref, et donc il nous reste le match le plus important, le match du soir, le match dont on veut parler un peu tactiquement, je pense tous les deux, c'est celui-ci. Les Knicks qui gagnent contre les Rockets 124-118. Un match avec néanmoins, je peux commencer avant de te lancer, par préciser que Alperen Sengun n'était pas là. Qui étaient les absents? Il y avait des gros absents. Il n'y avait pas Jabari Smith et pas oui, OG. d'accord, attends. J'étais dans la liste des joueurs inactifs, il y a marqué N'Faly Dante, je dis c'est qui ces gens-là? Non, en fait, ils n'étaient pas inactifs, ils étaient en DNP, les mecs. Donc oui, pardon. Oui. Il n'y a pas Sengun, il n'y a pas Jabari Smith, il n'y a pas Van Vliet surtout. Voilà. Donc ça fait quand même Oui. quelques starters en moins. Et d'ailleurs, je peux te lancer, mais c'est un peu ce qu'on a vu, c'est quelques limites de création de demi-terrain sans ces joueurs-là, quoi. Oui, c'est vrai. Même si on a aussi vu que finalement le 5 majeur, du coup, c'est un peu... du coup, il y avait pas vraiment de poste quoi, dans leurs 5 majeurs. C'est-à-dire que c'est 5 joueurs qui sont un peu tous des ball handlers, aucun des ball handlers, enfin en gros quoi. Mais du Même coup, ni en surtout, attaque ni en défense d'ailleurs, hein, Baptiste. Ouais, Aucun c'est ça. poste des deux côtés du terrain, quoi. Parce que finalement, défensivement, du coup, c'était intéressant que c'était du switch all. Et peut-être commencer du coup par le début, c'est que les Knicks ont essayé pas mal de post-up de Towns. Et finalement, les Rockets l'ont plutôt bien défendu, quoi, je trouve. Surtout avec, du coup, je te relance la balle, mais avec notamment Jason Tate, quoi. Ouais, Jason Tate qui a fait son match, hein. Je pense qu'on pourra en discuter, mais défensivement, même offensivement, c'est des séquences de passing de très bon calibre. Mais ouais, non, c'est ce que... Moi, ce qui est un peu dommage, c'est que c'est un mec, on la voit à l'écran, là, si vous voulez, on la voit la séquence de défense là, sur Karl Anthony Towns. Mais il a joué poste 5, grosso modo. Et c'est marrant parce que le choix a été fait de prendre Jason Tate, de le monter, entre guillemets, pivot titulaire, alors que, tu vois, Steven Adams était là. On avait un Steven Adams qui était disponible. Hein. D'ailleurs, il a été le backup sur ce match-là, je veux dire. Donc, d'habitude, Adams est le backup de Sengun. Et là, on a préféré ça. Pourquoi? Pour passer en switch all total. Et on a vu que notamment Jason Tate, ça tenait très bien face à Towns en termes de post-up. Et ce qu'ont fait les Knicks en fait sur le début de match, c'est beaucoup d'actions pour essayer de créer des switches, sachant qu'on est face à un switch all, un peu des actions genre des zoom action, donc un écran, un dribble end-off ou des jeux de main à main comme ça, des trucs un peu pour en fait essayer de sortir Kat soit du match-up de Jason Tate, soit de le sortir aussi du match-up de Dylan Brooks, qui ensuite a été un peu le défenseur attitré, notamment le deuxième quart-temps. Et donc plein d'actions pour obtenir un petit switch et puis ensuite le faire attaquer des mecs un peu mieux. Et effectivement, c'est quand même plus facile d'attaquer un switch et de scorer par-dessus. Et Kat a été un peu meilleur là-dessus, quoi. Ouais. Oui, complètement. Et d'ailleurs, Dion Brooks, qui est aussi un peu... quand il y a le 5 majeur, ce que Udoka n'hésite pas à faire, c'est de le mettre lui face aux intérieurs. On l'avait vu, Wemby, tout ça, parce que ça permet un peu de cacher... de cacher Alperen Sengun. Voilà, je vais m'en sortir, pardon. Mais non, mais du coup, ce qui est aussi alors intéressant, peut-être que je sais pas si on parle d'Amen Thompson tout de suite ou pas. Vas-y, je t'en prie. Mais non, mais moi j'ai trouvé le match de Thompson, le nombre de fois où je me suis dit waouh, quoi. Enfin vraiment, en parlant d'Eurostep, au début du match, il y a un Eurostep qui met l'envergure des pas qu'il est capable d'avoir, c'est incroyable. Et après, il y a des... Et du coup, vu qu'il n'y avait pas Van Vliet ni Sengun, il a eu beaucoup plus de responsabilités. Et je trouve que... Tu vois, je trouve que dans la gestion du pick and roll et dans la capacité, en fait, à être vraiment un joueur de drive and kick, je l'ai trouvé vraiment des séquences. Il y en a une ou deux, des drive and kick. Même il y en a un à la fin de match pour Tari Eason, pardon. Qui est vraiment impressionnant. Alors là, il y a l'Eurostep où il fait des pas où il reste 3 secondes en l'air entre chaque pas en plus, et il fait des pas géants. Ouais. Mais non, et un peu tactiquement, ce qui a un peu été surprenant, c'est que du coup, les Knicks, ce qu'ils ont fait, c'est que vu qu'il n'y avait pas trop de spacing du côté des Rockets, ils ont pas mal blitzé au final au début du match.
Ils ont pas mal blitzé et du coup, bah, on l'a un peu vu déjà, mais je trouve les Rockets et Jalen Green a été pas si mal pour libérer la balle un peu au connecteur et trouver un peu bah, du coup le décalage dans le lob, dans le dos, que ce soit une passe de lob pour Amen Thompson ou Cam Whitmore ou Tari Eason, quoi. Mais oui, mais Amen Thompson, ouais, en fait, il y a des séquences de création vraiment que je trouve, enfin moi, où vraiment j'ai été bluffé, notamment un peu sur son handle, quoi. Notamment sur son handle qui est un peu bah, la grosse question avec lui, c'est est-ce qu'il va réussir à avoir, on va dire, ce handle. Et parce que ce qui est fou avec lui quand même, c'est que je sais pas si j'ai souvenir d'un athlète de cette qualité qui en plus a un peu, bah, il a un peu tout, quoi. Souvent c'est tu vois, des joueurs un peu qui sont en full vitesse, ils ont pas forcément la décélération. Et je trouve que Amen Thompson, il a une capacité de décélération bah, qui est qui est incroyable. Enfin, bon bref, Ouais. moi, j'ai eu beaucoup de séquences où je me suis dit ah ouais, j'en demande encore plus, quoi. J'en demande encore plus. Parce que les autres matchs, je trouve que il y avait un côté où c'était vraiment tactiquement, quoi. C'était tactiquement, c'était une carte de lui donner la balle en main. Et là, j'ai trouvé que c'était vraiment plus, bah, vu qu'on n'a pas trop de créateurs, on va te les donner, quoi. Et voilà. Magnifique dribble in and out qui a laissé par terre Achiwa là, hop, en fin de carton pour aller chercher un dunk en plus avec la faute. Mais ouais, non, mais c'est donc match d'Amen Thompson. On espère tous hein, qu'il devienne une star, hein, mais c'est un peu ce qui est en train de se passer. Alors, pas star, mais la prise de responsabilité, surtout donc dans un match où il n'y avait pas Van Vliet, il y avait pas Sengun, donc 25 points, 11 passes pour Amen Thompson. Et ce qui est vachement intéressant aussi, c'est, je sais pas si tu l'as noté, c'est comment est-ce qu'il est utilisé. Et notamment, on en a parlé l'an dernier, notamment avec Zion, et les pick and roll de Zion. Quelle est la particularité des pick and roll de Zion? C'est ce qu'on peut appeler parfois ce qu'ils appellent des tight pick and roll, donc littéralement des pick and roll un peu étroits, un peu resserrés. Et parce qu'en fait, la hauteur des écrans pour Zion, elle est plus basse que la moyenne NBA, et même que la majorité des joueurs NBA, qui finalement, quand un écran est posé, il est posé très haut au niveau de la ligne à 3 points. Et c'est vrai que Zion a cette particularité de bah, vu qu'il est puissant et qu'il n'a pas non plus un dribble fonctionnel en mode. Enfin, fonctionnel oui, mais pas aussi fluide et changement de direction dans de grands espaces qu'un vrai porteur de balle. Zion, on lui met des pick and roll qui sont proches du panier, quoi. Mince, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Et il y a un peu ce côté-là où, avec Amen Thompson, pas sur cette première action, mais il y a d'autres actions dans le match où en fait il fait des pick and roll, là encore très resserrés, ou plutôt, alors peut-être pas autant que Zion, hein, pas à ce point dans la raquette comme à l'époque Zion et Valanciunas, mais vu qu'il a pas de pull-up, je trouve ça hyper intéressant. Mais là tu vois, on en voit une. Ça, en l'occurrence, on voit Steven Adams qui pose l'écran, il le pose à l'intérieur de la ligne à 3 points. Et vous allez dire, c'est pas grand chose, et oui, c'est pas autant que Zion, mais Baptiste, ça en NBA en 2025, on voit pas souvent, quoi. Les écrans d'habitude ils sont posés à 3 points. Alors je crois qu'on voit pas ma souris sur le chat malheureusement, sur le OBS, je ne sais pas pourquoi, mais ouais, d'habitude l'écran est posé plutôt au niveau au-delà de la ligne à 3 points. Et là on a ce truc de les écrans sont posés plus près, mais parce qu'en fait il y a ce côté de bah, vu que t'as pas le pull-up, les mecs vont essayer de se tenir loin de toi, et donc les mecs vont se tenir plutôt assez bas. Et donc, bah, vu que les mecs vont être bas, autant poser l'écran bas. Et en plus, avec ce côté explosivité, vivacité, il y a Amen Thompson qui, en 2 pas, en 3 mètres, il peut faire la différence, quoi. Et c'est un peu l'idée, parce que de toute façon, t'as pas le pull-up, t'es pas défendu. Donc le défenseur va être bas. Bah, posons l'écran aussi assez bas, quoi, finalement. Ouais, bah complètement. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'il a ce côté vraiment, je trouve, enfin moi où je trouve très bon, c'est ce côté gestion du rythme, c'est où il va arriver parfois il va arriver au niveau de l'écran très lentement, et du coup, il y a un peu cette guerre du défenseur qui essaye de soit se placer en high, soit de rejeter l'écran, et d'un coup, il va avoir bah, ce changement de rythme qui est assez, enfin même pas assez, qui est extrêmement brusque, et c'est assez impressionnant, quoi. C'est assez impressionnant. Tu vois, là, par exemple, Et là, je fais un arrêt sur image. Adams pose l'écran au niveau de la ligne des lancers francs, carrément, pour se pick and roll. Et un dribble, un flotteur, et voilà. Et pourquoi? Parce qu'en fait, regarde ce que fait Josh Hart, il passe sous l'écran. Donc il essaie d'être le plus bas possible. Et donc Adams, il pose, bah non, tu t'essaies de passer sous l'écran, moi je le pose assez bas l'écran. Et en effet, ça marche, quoi. Ça marche. ouais, parce que et en plus du coup, bah ça a aussi pour conséquence que bah en passant sous l'écran, t'as quand même un temps de traverser l'écran et du coup, bah, enfin, vu que Amen Thompson est extrêmement rapide et qu'il est très proche du panier,
bah t'as pas beaucoup de temps pour le traverser, alors que souvent quand les gens passent sous l'écran, c'est un peu bah je prends mon temps et du coup je vais un peu prendre un raccourci et couvrir moins de distance quoi. Et là du coup bah t'as Oui, un peu tu veux c'est un dire peu sur un pick and roll posé très loin du panier, tu passes sous l'écran et tu as le temps de revenir en position, justement, c'est tout l'intérêt. Mais si tu fais ça c'est sur un ça ouais. espace plus resserré, tu as moins de marge d'erreur, quoi. Si tu passes sous l'écran, bah tant pis pour toi, t'as considéré une séparation, un décalage, et t'as pas autant de temps derrière pour te rattraper, quoi. Donc ouais, non, mais c'est exactement. Exactement, exactement. Donc voilà, moi ça m'a un peu plu, moi, c'est ce côté, l'utilisation d'Amen Thompson, à mon avis, elle va être un peu celle-ci, quoi. C'est-à-dire pas forcément les fameux spread pick and roll, qui d'ailleurs un Oui. terme qui avait un peu disparu, hein. C'est un truc qu'on disait il y a 7-8 ans, même 10 ans. Aujourd'hui, personne dit spread pick and roll, parce qu'en fait, tous les pick and roll de base sont spread. Tu vois, Oui. j'ai Bamzerito là qui me réclame le paint, si vous voulez. Allez, on fait revenir le paint. Mais non, mais en l'occurrence, les pick and roll avant, c'était avec le Utah Jazz. Hop, on refait le terrain si vous voulez. Voilà, comme ça, la ligne à 3 points. Les pick and roll, ça apparaît et ça se développe beaucoup, notamment années 90. Bon, ben, le pick and roll de Stockton Malone, on est ici, quoi. On est dans un sens ou dans l'autre. D'ailleurs, ça part comme ça, ou alors au contraire, hop, CTRL Z, ça part de l'autre côté, et Malone, il pose l'écran, il va s'installer au poste bas. Voilà, on est à l'intérieur. Et donc ensuite, année 2010, on commençait à avoir plus d'espace. On a dit, ça, c'est un spread pick and roll. L'écran, t'imagines, il est posé tout en haut, là, au-delà de la ligne à 3 points. Et un écran pour. Voilà. Et donc les pick and roll, c'est devenu ça, un peu de facto, quoi. Et donc maintenant, on est obligé de. Le non-spread a disparu, quoi. Et donc maintenant, on va être obligé de dire l'inverse. Maintenant, il faut préciser tight pick and roll plutôt que spread pick and roll quand l'écran est proche du panier. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, cette séquence paint. J'espère qu'à l'audio sera passé aussi, mais excuse-moi, je t'en prie, Baptiste, continue. Non non mais oui mais même en plus je trouve que la tendance la tendance actuelle c'est même plus des spread pick and roll, c'est limite des high pick and roll quoi où on va chercher toujours plus d'espace quoi. C'est C'est des juste lignes médianes pick and roll, même, on peut dire. ouais voilà, c'est ça. Exactement. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Euh, Quoi d'autre? Dis-moi, je t'en prie. Ben, du coup, moi, ce qui m'a un peu aussi marqué, bah, alors forcément, c'est Jalen Brunson qui a marqué des points. Mais c'est comment il a marqué ses points et j'ai trouvé ça assez intéressant, vraiment. La fin de match, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, on s'est dit, c'est un peu la réponse de ce qui s'est passé au début du match, on s'est dit, bah, ah oui, et d'ailleurs aussi, j'ai trouvé que bizarrement, quand Deuce McBride est sur le terrain et que c'est pas Achua, il y a un meilleur spacing, il n'y a pas deux non-shooters avec Josh Hart et Achua, et il y a aussi une meilleure attaque. Il y a eu ça. Mais ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est qu'on a ciblé finalement bah, le plus mauvais défenseur qui est Jalen Green, avec Jalen Brunson. Et du coup, bah, il y a une ou deux isolations, un ou deux pick and roll où du coup c'est le joueur qui est défendu par Jalen Green. Donc je trouve que c'était pas bon, pardon. Je vais y arriver. C'était pas mal McBride qui était défendu par Jalen Green. Donc c'est McBride qui vient. Jalen Green se retrouve face à Brunson. Et Brunson l'attaque parce que juste il est plus. Enfin, il est. Comment dire, beaucoup plus bas et en termes il lui met notamment Costaud, un drive aussi, à un ouais. moment. Voilà, il est plus costaud. Même à un moment, il le post-up un peu, il le post-up sur une action. Et du coup, bah, les Rockets, ce qu'ils se disent, c'est bah, on va le blitzer en fait. On va blitzer quand Jalen Green est appelé. Et ben Jalen Green, il va faire un blitz, c'est-à-dire qu'on va monter à 2 sur Brunson. Et ça va un peu, ça va un peu le gêner. Et alors c'est vrai que ça l'a un peu gêné, c'est vrai. Mais je trouve ça intéressant. Notamment, il y a un moment où il garde bien son. Alors c'est un panier, je crois, de Michael Bridges, où il va bien garder du coup son dribble. Et il va servir du coup Michael Bridges. Et Michael Bridges a l'angle de passe parfait pour du coup le rollman qui est tout seul, puisqu'il y a deux défenseurs sur Brunson. Et Michael Bridges le sert pas, voit pas la passe. Et après il joue l'ISO, il marque quand même, Michael Bridges. Mais du coup, il y a eu ça, il y a eu une short action. Puis après, il y a eu McBride qui flippe the screen, qui change l'angle de l'écran au dernier moment. Et du coup, bah, Brunson, il se trouve une petite ligne de drive. Et du coup, Jalen Green, en fait, il attend l'écran à gauche, en fait. Et finalement, l'écran, il vient à droite. Et du coup, il est complètement hors de position. Ouais. Et du coup, ça ouvre une ligne de drive presque instantanée pardon, à notre ami Jalen Brunson. D'ailleurs, ce qui est assez fou, c'est qu'il y a Amen Thompson qui revient à une vitesse sur cette action. Et il est pas si loin de le contrer. Mais du coup, j'ai bien aimé ça. Et puis après, ce qu'ils ont fait aussi, du coup, ils ont fait une short action, changer l'écran, puis après, en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est que, pardon, Udoka,
euh, sur le fameux panier de notre ami Brunson. En fait, ce qui se passe, c'est que Udoka, il dit, bah, je vais mettre Jalen Green dans le corner opposé. Dans le corner opposé pour qu'il soit le plus loin. Et en fait, on va faire ce qu'ils font souvent les Rockets, c'est qu'ils pré-switch. Ils pré-switch, c'est-à-dire que si le joueur il vient du corner opposé, on a le temps d'échanger avec un autre joueur. Souvent, c'est Van Vliet qui vient et du coup, Jalen Green il se retrouve complètement protégé du pick and roll, tout simplement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, les Knicks, ils appellent un écran l'un après l'autre pour vider complètement le côté. Ils installent Brunson sur le côté où il y a Jalen Green. Et il est face à Karl Anthony Towns en plus. Donc en plus, on se dit, double mismatch, ça va être trop bien. Et là, Brunson prend un tir. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il joue pas l'action? Et en fait, il le met, donc tu dis rien. Mais je pense que l'action, c'était pas du tout ça, quoi. C'était pas du tout ça. C'est juste que là, ouais, on voit Michael qui fait, ah, viens, Ouais, et on va Bridges amener... dit viens dans le corner, amène Jalen Green dans l'action. Et Brunson finalement non, il dit non, je vais shooter par-dessus Tari Eason plutôt qu'aller chercher Jalen Green. Et en plus il le met quoi, donc ouais. Et il le tir met, ouais. clutch. Donc, c'est ça, exactement. Mais j'ai trouvé ça intéressant, en fait, la polyvalence des solutions qu'ils ont trouvées au Blitz, quoi, les Knicks, tout simplement. Même si, enfin, la polyvalence, je sais pas si ça se dit. Mais voilà, je me suis noté ça parce que je trouve ça assez rare qu'une équipe change d'action en action ce qu'elle fait en attaque, quoi. Enfin, Ouais, mais c'est aussi la spécialité des Rockets de changer la défense aussi. oui, On en a parlé là, je crois que c'était avec FD sur les matchs contre les Cavs. C'était pareil contre Boston, ça on avait parlé avec Azad, je crois, sur une quotidienne. Il y a ce truc avec les Rockets parfois de soit money time, soit juste même l'intégralité du quatrième quart-temps, où d'un coup le play call est différent. Et d'un coup c'est, tu vois par exemple à ce match-là contre les Knicks, Adams, lui, on n'était pas en switch all. Quand le backup Steven Adams rentre, il reste en drop. Un drop qui marche pas mal d'ailleurs, parce que en fait le premier rideau est monstrueux. Donc lui il reste, il reste en retrait, mais t'as un Tari Eason, t'as des mecs comme ça qui arrivent à rester accrochés à Brunson. Donc c'est voilà, ça marche. Mais pareil, au bout d'un moment, quand Brunson se met à être pas mal, deuxième mi-temps et quatrième quart-temps, allez, on commence à faire on va faire du edge quoi, et de varier, même avec Adams, quoi, je veux dire, pas que avec les titulaires quoi. Il y a ce côté d'ajustement et paradoxalement, c'était marrant, on a eu la même chose de l'autre côté. On a eu la même chose de l'autre côté, je trouve, avec Jalen Green, qui en fait sur le début de match s'en sortait plutôt pas mal face au drop, et qui en tout cas a pas mal attaqué 48 Towns, Towns qui, on le répète chaque fois, mais Towns, pour l'instant les Knicks on joue pas trop avec les match-up défensifs, donc a priori Towns défend les pivots, et donc on va l'attaquer directement, alors soit sur du pick and roll, là comme on voit à l'écran, c'est-à-dire pick and roll plein centre, justement, le high pick and roll, hop, et Jalen Green qui va cibler, qui va attaquer 4, et il peut aller au panier parce que le drive n'est pas contenu. Je crois qu'après il y a une zoom action aussi, donc un jeu à 3 sur le côté, pareil pour aller cibler et impliquer 4, et donc qu'est-ce qu'on a fait dès la fin du premier quart-temps, je crois, on est passé sur du edge, notamment avec, comment il s'appelle là, Ariel Dombal, là, c'est que d'où il sort Ariel celui-ci, là. Huck Porti. C'est pas Ariel Dombal, t'es sûr? Désolé, je suis désolé. Ariel Huck Porti. Huck Porti, ouais. Qui lui, apparemment, est quand même beaucoup plus mobile. Et lui, il a fait du edge. Il montait au niveau des écrans. Et alors, tu peux dire, bon, c'est une différence de profil. Quand Kat va revenir, il va refaire du drop. Et en fait, non. Quand Kat est revenu, et notamment en deuxième mi-temps, là, j'ai pris que les tirs marqués, mais on va prendre tous les tirs tentés. Finalement, il y a eu ce edge qui fait que Jalen Green sortait de l'écran et disait, ah mince, j'ai pas l'espace comme tout à l'heure, quoi. J'ai pas la ligne de drive comme tout à l'heure où je dois affronter un mec qui est plus bas. Non, là on me rencontre, on vient à ma rencontre dès la sortie de l'écran, et j'ai trouvé que l'ajustement était même très bon parce que ok, il a pu parfois un peu libérer comme tu disais tout à l'heure, mais ça a aussi quand même pas mal endigué l'attaque au final. Oui, parce qu'il y avait pas de spacing. Il y a pas un bon spacing. Exactement. Oui, ça on l'a pas dit, mais le manque de spacing des Rockets ça a tout empiré. Mais tu vois, il y a aussi des actions où je crois qu'il prend en fin de deuxième quart-temps, là, quand l'ajustement est fait, il prend 2 pull-ups à 3 points qui sont de pas très bonne qualité, mais parce qu'en fait il déboule de son écran et ah mince, en fait j'ai pas de l'espace quoi. Il y a deux mecs qui me prennent à 2 contre 1, et puis je suis obligé du coup de reculer, et le pick and roll est fini, je prends l'isolation, pull-up à 3 points quoi. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé le edge, et je voulais en parler parce que justement c'est la trade deadline jeudi, on sait que les Knicks cherchent un backup, mais je voulais te questionner sur finalement, est-ce que Ariel Dombal ça peut pas le faire quoi, vu qu'il y a aussi Achua en mode pivot switch all, est-ce que entre Achua et Dombal ça peut pas le faire?
Mais en fait, moi, je vais te dire ce que j'en pense en tant que fan d'Enix. Je vais te dire comment je l'ai ressenti. C'est qu'en fait, sur le début de saison, donc premier ou deuxième match, c'est Jericho Sims qui joue. Et Hugues Porty, dès le troisième match. J'avais oublié Jericho Sims, pardon. Oui, Et pardon. Hugues Porty, il joue et il est franchement plutôt très bon parce qu'il a cette polyvalence défensive. Je me souviens d'un match à Brooklyn où il fait un super match de protection de cercle, même si dans la technique défensive parfois il est pas super parce que tu vois il va chasser le ballon de la mauvaise main et dans la pause d'écran il préfère plus les glisser et même on l'a vu aussi sur le match d'hier, c'est que c'est pas forcément un excellent poseur d'écran alors que voilà, mais il est quand même très bon parce qu'en plus il y a des séquences de passing qui sont vraiment pas mal où tu te dis ah bah ouais le short roll ça peut être bien, etc., etc. Et d'un coup, et surtout comme dit il y avait surtout cet aspect défensif où il y a cette mobilité et d'un coup il disparaît de la rotation alors qu'il avait fait deux trois matchs à 30 minutes quoi. Ouais. Il disparaît dans la rotation pour Jericho Sims qui a joué pendant je sais pas combien de mois à, enfin, à New York, enfin, même parfois dans le 5 majeur. Et, qu'est-ce qui se passe? Et ben, juste en fait, moi je pense ce qui s'est passé, c'est que là, Jericho Sims, il y a de nouveau les rumeurs de oui, alors il a de la valeur, on va peut-être le trader, et Hugues Porty revient dans la rotation. Et moi, franchement, de ce que j'ai vu, alors je sais pas, mais j'ai l'impression que c'était un peu des consignes du front office, et tout ça pour dire que oui, sur le côté tactique, moi je trouve que entre lui et Achua, en fait, je sais pas si la différence entre lui et Mitchell Robinson, s'il vient avec tous les risques de blessure en plus, vaut d'investir les 14 millions sur Mitchell Robinson, parce que Mitchell Robinson a un contrat à 14 millions. Donc moi, je serais pas contre. Moi, je serais pas contre parce que de ce que j'ai vu, bah, j'ai beaucoup aimé quoi avec Portier en fait. J'ai beaucoup aimé parce que il peut à peu près faire la couverture défensive que tu veux sans être mauvais dessus quoi. Bah, et surtout pour un backup pivot en playoff, ça va pas jouer beaucoup parce que ton pivot titulaire va jouer beaucoup, c'est un peu l'idée. Donc, et enfin, c'est pas cher quoi. 58e pick de cette draft là, 2024. Bah ouais, le rapport qualité-prix est intéressant et je pense qu'en fait il est juste assez bon pour que t'aies pas à mettre en place des trades pour aller chercher ah tiens il faut absolument qu'on aille chercher Chris Boucher, il faut absolument qu'on aille chercher bon il est parti hein, mais Drew Banks ou des mecs comme ça quoi. Je pense qu'il n'y a pas besoin quoi finalement entre Achua qui est un peu en mode switch all et qui est en fait en mode switch all mais c'est vrai que c'est en fait il est pas vraiment pivot backup quoi je pense qu'il est utilisé, et je suis sûr il est utilisé par Thibodeau un peu comme un ailier hein, grosso modo, j'exagère un peu, je grossis le trait, mais il y a ce côté où il l'utilise comme un vrai allié défensif et ça fait aussi partie de son profil hein. Achua c'est un mec extrêmement athlétique, mobile, peut-être un des meilleurs athlètes de NBA actuellement, mais qui est un peu petit. Donc ouais, tu peux l'utiliser en tant que défenseur poste 3, 4, 5 grosso modo, on peut dire comme ça. Mais ouais, ce côté où Ariel Dombal un peu comment tu dis pardon le vrai nom, on va dire le vrai nom quand même. Hugues Porty, c'est ça? Hugues Portier, ouais, alors que je connaissais pas et qui jouait en D2 allemande, si je dis pas de Ah bêtises. ouais, d'accord. Ah oui, donc il Mais a un c'est. parcours particulier alors. Oui, 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 oui. Alors vraiment, je le connaissais pas du tout au moment de la draft. Et Bon bref, ouais, mais tu vois, c'est cool un d'avoir Allemand. un vrai backup pivot quoi. Enfin en tout cas Oui, un vrai pivot. C'est pas Achua où tu te dis ouais bah, c'est sympa mais ça peut pas être un vrai pivot quoi. Notamment le mauvais match-up à l'Est et puis mince finalement on est trop léger quoi. Mais d'ailleurs il y avait une question de Bamzerito qui dit tu penses quoi de Precious. Je l'ai laissé à Miami en 2021 être le pire joueur de l'histoire. Bah c'était un peu le constat à Toronto hein, c'est que le dribble vient pas, le toucher de balle est affreux. oui, Enfin concrètement, vraiment oui. donc il y a zéro Ouais. attaque. Et donc Toronto c'était un peu cata. Et en fait il s'est bien lancé l'an dernier quand il est arrivé au Knicks. Et voilà, Thibodeau a vu un mec qui était uber athlète qui se donne bien à fond. Bah, il a joué quoi, pour la défense. Mais j'ai pas l'impression qu'on a des progrès fantastiques en attaque non plus. Quoi. C'est juste qu'il se fait sa place parce que l'équipe de Thibodeau qui défend. Je pense, Oui, hein, en un oui, sens. et puis il a un profil qui finalement, enfin, a de la valeur dans cet effectif parce que ça te permet quand même d'avoir des line-up un peu plus grandes et ça te permet d'avoir une rotation un peu. Et défensivement, je trouve qu'au final, bah, c'est pas un poste 5, enfin, c'est pas un C'est ça, ouais. protecteur de cercle, etc. Mais il a une certaine valeur de, bah, un peu de protection de cercle secondaire sur, bah, que justement, quand tu fais les edges, il peut lui venir faire la rotation au panier, il est quand même
assez grand et athlétique, et de mobilité aussi si tu veux switcher, etc. Donc finalement, défensivement, je trouve que sa valeur, elle est pas si négative. Mais c'est vrai qu'offensivement, bon, c'est pas. Enfin, je me souviens que quand il a mis un 3 points dans le match, je sais plus quand c'était là, il y a 2-3 jours là, c'était contre Denver, c'était un peu la folie quoi. C'était vraiment tout le monde était en mode oh là là, attention. Precious Achiuwa a mis un tir quoi. Donc non, pour moi, c'est surtout une valeur défensive et pour le coup, je sais pas. Moi, je sais pas s'il aura vraiment un rôle pendant les playoffs parce que il te compromet tellement ton spacing que pour moi, avec Josh Hart, quand il y a les deux ensemble, c'est un peu trop compliqué, quoi. Et c'est un peu ce qu'on a vu hier soir aussi, quoi. Je trouve hein, à New York. Alors que je montre quelques images du très bon match de Jason Tate, pas qu'en défense, hein, aussi au passing. Bon, la défense, on connaît, hein, c'est un monstre. C'est quand même dommage, hein, parce que moi je l'adore, hein, Jason Tate. Et ce qui est dommage, c'est qu'en fait, il est tombé dans un effectif où bah, il y a 14 mecs devant lui, quoi. Un peu de son profil, tu vois. C'est ça, Tarison, surtout, ouais. enfin j'adore Jason Tate, mais Tarison, c'est la version plus jeune, encore plus long, encore plus, voilà, encore plus playmaker défensif. Mais c'est un mec qui, moi, ça fait 4-5 ans que je dis, mais punaise, il faut qu'il aille ailleurs, quoi, pour le coup, Jason Tate. Et là, Hmm. il est en fin de contrat, à peine 7 millions l'année. On a vu là sur ce match-là que, bah tiens, à 2 jours de la trade deadline, il fait un peu le match, non pas de sa vie, mais de sa saison pour l'instant, Jason Tate. Donc la défense, mais ouais, le passing aussi. Et je montre aussi quelques séquences là, un peu à l'écran, où on voit ce que tu décrivais, donc et ce que je décrivais aussi. L'Enix, ils font un edge sur Brunson pour pas le laisser débouler tranquille de l'écran. Donc 2 contre 1 sur Jalen Green, loin de l'écran. Bah, il libère assez bien, il fait la passe à Jason Tate, qui fait la bonne lecture, la bonne passe sur short roll. Et il a fait 6 assists sur ce match-là. Donc, moi, j'aime beaucoup ce côté passing aussi. Tu vois, c'est pas Ouais. juste le buffle hyper épais, torse costaud, des longs bras et ça défend. Non, je trouve qu'il est quand même assez intelligent. Après, oui, y a pas de jump shot, y a pas trop de toucher, il n'y a pas de drive, il n'y a pas de ballon, on est d'accord. Mais tu vois, là, il est en plus l'extra passe sur pick and roll. Là, on le voit organiser une zoom action. Donc, c'est lui qui a la balle sur le dribble and off et qui organise le trafic et puis il prend la bonne décision sur le cut. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup et c'est dommage pour les Ouais. Rockets. Enfin, pour eux c'est cool, hein, c'est un luxe et ça coûte pas cher, donc tant mieux. Mais moi en tant que spectateur et fan de Jason Tate, j'aimerais bien qu'il soit ailleurs, quoi, pour le coup, parce que Et il pourrait être utile ailleurs, quoi, je trouve. ouais, bah en fait, c'est un peu, je trouve, alors c'est pas du tout les mêmes joueurs, mais un peu le truc que Dyson Daniels a connu, quoi. C'est-à-dire qu'au Oui. Pélican, il avait un profil qui était déjà 3, 4, 5 fois devant lui avec Najee Marshall, Trey Murphy, Herb Jones, etc. Et ouais, et au final, on voit qu'aux Hawks, pardon, je trouve, bah, aux Hawks, vu que c'est un profil beaucoup plus rare, il a beaucoup plus de valeur. Après, Dyson Daniel, c'est beaucoup plus jeune, etc. Mais ouais, je suis d'accord. Et c'est marrant parce que moi, il me fait. Alors, si t'aimes Jason Tate, alors j'ai pas, malheureusement, pas pu voir autant de NCAA que je voulais, mais il y a un prospect qui était déjà là l'an dernier et Ah, qui me fait beaucoup penser à Jason Tate qui s'appelle Colin Murray Boyles. Alors, je sais que je vais pas me faire que des amis parce que les gens le comparent plutôt à Draymond Green et l'annonce top 3, top 4, top 5. Mais moi, je trouve que dans le profil, enfin, vraiment, il me fait penser à Jason Tate, quoi. Mais bon, bref. C'est une discussion pour un autre jour, peut-être. après, dès que t'es un mec qui a pas de shoot et qui a des qualités athlétiques, t'es comparé à Draymond Green, quoi, quand t'es prospect Ouais. NBA. Le Basket Lab, épisode 5, All-Star Team 2021. 7 novembre 2021, il y avait des beaux noms, hein, dans cette première All-Star Team, hein. Il y avait bon, Jason Tate, Ah, ok. Ah, et j'avais Yuta Watanabe, ouais, c'est vrai, qui est parti, hein, mais qui a fait une petite carrière aussi, hein, de 3 ans. Brooklyn, ouais. Oshéa Brissett, qui a moins fait que le backup qui était Jared Vanderbilt. J'ai sélectionné avant qu'il explose, hein. C'était l'idée. Et il y a aussi Nasrid dans cette équipe-là. C'est- Pardon, pour préciser, je fais des paris sur des mecs qui ont moins de 150 matchs, moins de 26 ans, voilà, des mecs un peu passés sous les radars, pas draftés tôt et tout. Et ouais, j'avais Jason Tate, en fait, pourquoi je l'avais dans cette équipe-là en particulier, c'est parce qu'il avait déjà montré des choses à l'époque de James Harden. Alors, quand la saison où James Harden veut se barrer, hein, malheureusement, Oui. c'est cette saison-là, quoi, c'est pas celle d'avant, mais ouais, moi j'aime beaucoup. Ça fait 5 ans que ça stagne un peu offensivement, et voilà, il a son rôle, ce sera On ça. a fait le deuil. On a fait le deuil, mais maintenant, s'il pouvait avoir 20 minutes à Boston sur un run de playoff, je dis pas non, quoi, tu vois.
J'aimerais bien. Parce que il pourrait l'avoir à Houston, mais sauf qu'il y a Jabari Smith, il y a Tari Eason, il y a plein de monde, quoi. Ouais, oui, je suis d'accord. Pourquoi pas, D'ailleurs, franchement, tu vois. excuse-moi. Non, mais pourquoi pas les Knicks, quoi. Enfin, tu vois, moi, je trouve que c'est un profil Ah qui ouais. pourrait avoir bah, le passing, tu vois. C'est un peu ce poseur d'écran qui a pas qui a le passing en mouvement. Il y est plus forcément, quoi, aux Knicks. Parce que c'est pas forcément le registre de Towns, c'est pas, pas du tout le rôle de Precious, etc. Achua, etc., quoi. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, j'ai trouvé Udoka assez sévère quand il disait même nos bons défenseurs se sont fait cuisiner aujourd'hui. Pour le coup, c'est un peu sévère. Alors, j'avais pas les stats. Mince, j'avais l'onglet sur les stats. Oui. Franchement, Parce c'est pas horrible, hein. En fait, pour moi, la physionomie du match, c'est Houston qui est en contrôle parce qu'ils sont quand même pas mal offensivement la première mi-temps. Et ils s'en sortent pas mal en bricolant à droite à gauche, hein, Amen Thompson, Jalen Green, etc. Le short roll de Jason Tate. Ça bricole pas mal et ça cale un peu en deuxième mi-temps. Mais de manière un peu normale, hein, un peu logique que bah, finalement, tu as des possessions où il n'y a pas de spacing. Les Knicks défendent très bien. Ça manque d'options, de vraies créations à Houston. Donc ça a un peu calé, mais je pense qu'ils perdent le match aussi parce qu'ils arrêtent de mettre des points à un taux aussi rapide, aussi grand qu'en première mi-temps. Ouais. Mais je trouve Udoka un peu sévère pour le coup parce que tu vois, je trouve que le match défensif pour le coup était pas mal quoi, de la part des Oui, de la part de bah Rockets. après, je pense qu'il fait un peu référence au post-up de Jalen Brunson. Parce que Jalen Brunson, à un moment, sur son dernier carton, bah, vu qu'il se fait blitzer, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il demande pas d'écran, en fait. Il demande pas d'écran et il vient jouer un post-up directement sur Amen Thompson et il l'enroule bien, enfin, il s'enroule bien autour d'Amen Thompson pour aller trouver le layup. Mais oui, je suis d'accord. Et Juste pour dire, hein, manque de spacing et manque de création. Qui est-ce qu'on a sorti de sa boîte? C'est Rich Shepard, mais malheureusement pas tant que ça. Parce que 5 mais minutes, il a loupé 2 tirs et voilà. lui Et est je pas suis un peu sorti, déçu hein. parce que c'est un match comme ça où il aurait dû jouer plus, quoi. Tu vois, il n'y avait pas trop d'enjeux, tu sais qu'a priori tu pars pas trop favori, ça manque Ouais. vraiment de création, ça manque vraiment de spacing. Ah, tu peux le tester, tu peux le lancer plus que ça, quoi, pour le coup. Là, je suis un peu déçu de Udoka et des Rockets, en fait, que Richie Part Ouais. sur un match comme ça joue pas plus, en vrai. Ouais, bah oui, après, c'est sûr. C'est sûr que moi, je suis déçu aussi. Mais en fait, ce que je trouve très bizarre, c'est que, en fait, j'ai l'impression que si Richie Shepard met pas son premier tir, il va sortir, quoi. Ouais. En gros, quoi. Et il n'a pas vraiment d'action non plus pour lui. Après, je pense que il a été drafté quoi? En troisième, mais c'est un faux troisième, hein. Moi, je l'aimais bien quand j'étais venu l'année dernière, enfin, faire la présentation de son profil, je crois que j'avais dit, ouais, bon, il top 10, il va être top 10, etc. Venez s'est retrouvé troisième, mais même si c'est pas enfin, je pense que c'est surtout défensivement que ça coince un peu parce que, Ouais. bah, il est très petit et sur du switch all, bah, il se fait cibler à chaque fois. Mais oui, je suis quand même très surpris que un shooter comme ça, tu le laisses pas essayer de prendre un peu de rythme, quoi. Oui. Parce que enfin, c'est un peu comme ça que ça marche, un shooter, quoi. Faut bien lui laisser des cartouches, en théorie, quoi. Mais bon, ouais. Juste pour dire aussi, très bon match hein, de Cam Whitmore, qui d'ailleurs, je crois que on va peut-être falloir arrêter de dire qu'il est catastrophique en défense off-ball, voire même arrêter de dire qu'il est mauvais en défense off-ball. Je le trouve pas mal. Hein. Alors, ça va pas être Marcus Smart ou des mecs comme ça, mais ou Alex Caruso ou Tari Eason, mais franchement, tu vois, Cam Whitmore, propre, tu vois, et ça me va en fait, hein, ça me Ouais. va. Juste, il y a plus d'erreurs un peu de l'an dernier, quoi. Il y a plus les erreurs de je fais pas la rotation du tout, je comprends pas ce qui se passe. Et ça, c'est aussi un truc, je pense qu'il faut donner le crédit à Udoka, parce que là, ils gagnent cette année les Rockets, mais déjà l'an dernier, on l'a vu, hein. Mais les progrès que fait Cam Whitmore, et l'an dernier, ceux de Jabari Smith, qui est passé entre rookie et sophomore, il était devenu l'an dernier un mec qui était monstrueux sur les switches, notamment, et tu dis, ah ouais, ok, bienvenue chez Jabari Smith, quoi. Et pareil, Jalen Green. Jalen Green, les progrès défensifs aussi sont quand même assez conséquents par rapport aux joueurs qu'on avait il y a 2 ans. Donc ouais, ça me fait plaisir de voir que Cam Whitmore se met à la page et que voilà, je sais que moi j'ai été sévère avec lui parce qu'à mon avis il méritait qu'on le soit sur sa défense et le QI basket, etc. Je pense que il y aura jamais le développement du passing et que ça reste un mec qui va être de type scoreur.
Mais ouais, j'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé son match défensif. Ça fait quand même 2-3 matchs aussi où je me fais la réflexion de ah tiens, il fait la rotation, ah tiens, il est pas en retard, ah tiens, ouais, c'est pas mal. Donc voilà. Essayons de rétablir des vérités, ou en tout cas plutôt de dire voilà, quand il pleut, et quand il fait beau, on dit qu'il fait beau. Donc voilà, pour Cam Oui. Whitmore. Je pense qu'il fallait le souligner, à mon avis. Et puis, autre truc, je ne sais plus. Si oui, non, l'Enix, je voulais aussi, j'ai essayé de dérouler quelques séquences là, mais l'utilisation de Towns, qui est aussi hyper intéressante de la part d'Enix, bon, pas tant que ça en termes de post-up, on a déjà dit, hein, on cherche à avoir un switch pour attaquer le switch en post-bas, blablabla. Mais non, sur le côté, où est-ce qu'on le met sur le terrain et comment on l'utilise, en fait, il est tout le temps, littéralement, au centre du terrain. Alors Oui. là, sur l'action que je montre à l'écran, il y a un switch, donc après avoir été plein centre, il va s'installer au poste bas, ok, mais il est tout le temps au centre du terrain. Et ça s'est vu beaucoup deuxième mi-temps, je vais essayer d'y arriver là. Déjà là, voilà, on y arrive. Grosso modo, on est dans des configurations en delay, en 5 out, et même quand on débarque de transition, quoi. Allez, on y va tranquillement, on met en place le système en 5 out classique, tiens, la passe, l'entry pass c'est de là à là, etc. C'est vraiment, vous voyez là, je sais pas si vous voyez où est-ce qu'est Towns, il remonte, il se met plein centre avec un mec sur l'aile et un mec sur l'autre aile, et on a vraiment un Towns qui est centre du terrain. Et là, en l'occurrence, il prend le 3 points. Je crois que sur. Et il aime bien les prendre comme ça, en fait, quand la défense n'est pas replacée, quoi. Et lui, il C'est arrive un ça, ouais. peu en décalage de En tout, trailer, ouais. en trailer, ouais. En trailer Et de je tout crois le que reste, l'action ouais. d'après, comme il prend le 3 points, ou alors c'est l'action d'avant, mais il y a une action juste avant où il attaque le panier parce que le mec est un peu haut sur lui. L'action d'après, le mec est un peu bas, donc il prend le 3 points. Mais pareil, ouais, donc c'est une belle séquence, alors j'arrive pas à le trouver. C'est deuxième mi-temps, donc c'est où, ça doit être là. À chaque fois, regardez, il est plein centre du terrain, quoi. Toujours, c'est quand on remonte, quand on revient de transition, quand on va attaquer, mettre en place l'attaque, l'accent a été mis sur ce match-là, notamment de toi, t'es plein centre. Là, voilà, là on le voit. La balle est remontée par Landry Shamet, non pas Landry Shamet, je confonds. Par Michael Bridges, pardon. Michael Bridges remonte la balle côté gauche. Il y a un mec qui va se placer côté droit et Towns qui se place plein centre du terrain. Et c'est pas du hasard, hein. Donc là, vous voyez qu'il est plein centre, 5 out, il va attaquer dans l'espace. Je crois que c'est ça, non. Il prend le pull-up face à Steven Adams. Il y a des fois où il va l'attaquer sur drive. Donc il y a vraiment ce côté d'essayer d'éloigner au maximum le pivot adverse grâce au super pouvoir magique de Towns, en fait, hein, et son shoot et son jeu de périmètre. Donc ça, là encore, on n'en parle pas des tonnes. C'est pas un système en soi. Mais tu vois, c'est de la tactique, hein. Et c'est des petits trucs que New York fait bien, de littéralement la géométrie du terrain, de où est-ce qu'on fait remonter Towns, où est-ce qu'on le fait Ouais. placer. C'est toujours au centre du terrain, en haut, grosso modo, pour libérer le panier, quoi. Ouais, bah c'est vrai que les actions en délai, comme tu dis, bah c'est un peu le truc qu'ils font, mais vraiment extrêmement bien, je trouve. C'est les moments où, en fait, alors on l'a pas trop vu sur ce match, mais c'est justement où t'as un peu, bah du coup, lui en plein centre, et sur les deux côtés, t'as un peu deux actions qui se jouent en même temps. Et lui, ça va être un peu le decision maker. Et en fait, il y a souvent, bah en fait, il y a un écran pour Bronson. Et si jamais bah, t'es un peu trop agressif sur Bronson, et ben le poseur d'écran pour Bronson, il coupe. Et vu que Towns il est en plein centre, c'est panier. Et il y a vraiment plein d'actions comme ça. Et je trouve qu'il y a aussi sur ce match des actions où il est peut-être pas plein centre, mais où en fait il va être utilisé en spacer dans l'aile pour dissuader les drives de. Enfin, l'aide sur les drives de Brunson aussi, quoi. Et j'ai trouvé qu'ils l'ont pas mal utilisé, ouais, du coup, un peu même peut-être plus qu'à la normale, pas forcément avec le ballon, mais aussi juste pour sa présence, quoi. Pour sa présence de shoot. Alors que je vois, on Exactement. est reparti. On est reparti sur le paint. Voilà, on est reparti sur Paint pour vous montrer grosso modo. Bah, imaginez, hein, en gros, c'est comme Bam à Miami, mais si Bam savait driver et savait prendre des 3 points. Voilà, c'est un peu l'idée. C'est l'attaque de Miami, mais avec un mec qui peut shooter à 3 points en plus de faire l'organisation du passing, quoi, grosso modo. Donc ouais, c'est tout l'intérêt et c'est pas pour rien qu'il est toujours mis dans cette configuration. Comme dit, non pas comme dit, on arrête. En effet, quand le défenseur est un peu bas ici, bah, il y a l'espace, il prend le 3 points ici. Quand de l'autre côté, le défenseur monte un peu haut, bah, lui, il va driver et il y a de l'espace parce que les autres défenseurs, ils sont loin, ils sont dans le périmètre. Donc il y a ça qui est intéressant. Comme tu dis aussi, on peut enchaîner sur des zoom action. Donc c'est lui qui a la balle, par exemple ici, il vient poser un dribble hand-off, donc jeu de main à main avec la balle, écran avec la balle. Un écran ici, zoom action, c'est un écran plus un dribble hand-off.
il prend les deux, il remonte, voilà, il est vraiment au centre du terrain, au centre du jeu. Ou alors on a aussi l'option que fait beaucoup Bam Adebayo à Miami aussi, hein, le double sortie d'écran. Un mec sur l'aile qui, hop, il pose un écran pour un shooter qui remonte. De l'autre côté, pareil, un écran pour un shooter qui remonte. Il a le choix. Si ça occupe d'ailleurs les 4 défenseurs, en l'occurrence, hop, lui, il file au panier. Enfin voilà, c'est vraiment la structure du terrain, elle est comme ça, elle est fait exprès, et notamment en transition. Donc regardez encore une fois les images, vous voyez que même quand ça remonte la balle en transition, pardon, on est sur, toi tu te mets centre du terrain, quoi. Tout est fait exprès. Je vous lis, oui, la palette est revenue. Fais attention Guillaume, pourquoi fais attention? Ah oui, par rapport à Bam Adebayo, ouais, désolé. La même palette tactique de JJ Redick dans le podcast avec LeBron. Tu veux coach quelle équipe, Guillaume? Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'ils avaient une palette tactique qui était d'ailleurs pas très bien faite, hein, je trouve, dans ce podcast, mais bon. Bref, je pense qu'on a dit pas mal de choses sur ce match. Des Rockets qui ont été vaillants, malgré les absences. On peut peut-être le formuler comme ça. Et une équipe d'Enix qui continue d'être très en forme, hein, pour le coup. Donc ça m'intrigue. Ça m'intrigue, cette équipe d'Enix qui, je pense, n'est pas chapeau 1 à l'Est cette année, mais à suivre, parce qu'ils sont peut-être chapeau 1,5 ou chapeau 2, quoi. Ils sont peut-être pas très loin. Donc je serais curieux de voir ça. Un petit trade, ou enfin je sais pas, mais ouais, tu vois, selon ce qu'ils arrivent à trader, enfin à avoir contre Mitchell Robinson s'ils le trade vraiment, je pense que ça peut devenir un truc un peu intéressant, quoi. Et il y a quoi à aller chercher, parce qu'ils ont un bon contrat, hein, 14 millions, mais qu'est-ce que tu vas chercher, quoi? Je ne sais pas. J'ai vu que Lonzo Ball était disponible. Sauf que Lonzo est à 20, non? 20 il est à 20. Lonzo est à 20, ouais. Et eux, ils sont premiers à prendre, donc ils peuvent pas encaisser plus que ce qu'ils envoient. Donc ça peut pas marcher. Qui est-ce qu'on a dans les équipes nulles? Richaun Holmes, ça t'intéresse pour le coup? Côté Wizard, Saddiq B à 6 millions. Bon, ça fait un 3&D en plus, quoi. Mais je sais pas trop ce qu'il vaut, Saddiq B, là, depuis 1 an et demi, 2 ans, là. J'ai pas trop de souvenirs, et c'est pas bon signe, quoi. Ouais, juste le souvenir que c'était un peu une vanne quand il était à Atlanta, quoi. Enfin, une mauvaise vanne, quoi, malheureusement. Tu vois, je t'aurais dit Caleb Martin, ça aurait été génial, mais sauf qu'il est parti. Donc c'est plus possible. Cody Martin, mais c'est pas le même niveau. Grant Williams, 13 millions. Est-ce que ça passe contre les 4? Mais après, il est blessé, non? Blessé pour toute la saison ou pour combien encore, Grant Williams? Je ne sais plus. Les Raptors. Alors, le move de Thibodeau, c'est ça. C'est Bruce Brown. Mais sauf que. Ah oui. Est-ce que t'as assez d'argent pour le faire, ce trade? Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. 14 millions pas. De Robinson. Est-ce que tu mets Achua? Je pense pas que ça passe. Bah, ça fait. Ça passe vu qu'ils sont premiers à prendre, faut qu'ils envoient, on est d'accord. Plus que ce qu'ils ne reçoivent. Jericho Sims. Tu commences à être à court de gens que tu peux envoyer, quoi. Donc, non, mais Bruce Brown, ça serait le mec à la Thibodeau, quoi, pour le coup. Je continue de regarder. Bulls. Est-ce que tu veux aller chercher un mec à 12 millions qui est pas cher, un Kobe White? Est-ce que tu as besoin de ça ou pas? Non, pas forcément. C'est pas ce qui me tente. T'as Patrick Williams à l'aile, peut-être. Ouais. Après, cher payé, 5 ans, c'est pas exactement ce que veut l'Enix, hein, peut-être. Je sais pas si vous avez des idées, hein, dans le chat, hein, n'hésitez pas. On réfléchit. Côté Nets, on a Cam Johnson, mais pas grand-chose de plus. Combien il a de contrat, d'ailleurs? Combien il a de contrat? Mitchell Robinson, il a 2 ans. Est-ce que tu peux pas imaginer... Non, tu peux pas. J'allais dire contre un contrat finissant, peut-être, mais non. Non, côté Blazers, il n'y a pas un truc intéressant. Bon, il y a Robert Williams, mais je pense pas que ce soit intéressant pour eux. Après, dans des contrats à 14, il y a quoi? Il y a... bon, ouais, non, ça ne passe pas. Enfin, ça passerait, mais tu vois, un Herb Jones, jamais... J'imagine que il est pas sur la liste des joueurs disponibles, quoi. Ou alors tu donnes 2 choix non protégés, je pense. Ouais, Tucker, ça passe si tu veux. Est-ce que tu crois en PJ Tucker ou pas? Ça passe. Le Jazz, c'est bizarre. Hein. Le Jazz, c'est bizarre parce qu'ils ont pas tant que ça de joueurs à échanger, paradoxalement. En tout cas, ils n'ont pas des contrats un peu de taille moyenne, quoi. Ça va directement taper les 20 millions, quoi. Sexton 18, 26 pour Collins, Markkanen aussi. Et bref, qu'ils veulent pas lâcher Kessler. Oui, exactement. Mais ça, t'y crois plus, non, Kessler Onyx, on est d'accord? Non, j'y crois plus trop.
J'y crois plus trop parce que Danny Ainge va trop demander. Et puis même, je pense que En fait, c'est plus que je pense que moi, je serais pas contre avoir un pivot un peu défensif, enfin protecteur de cercle, vraiment, peut-être pas élite, mais quasiment. Mais j'ai l'impression que c'est pas le plan de la franchise, quoi. Et qu'ils recherchent plus quelqu'un pour mettre dans l'aile et que ça va continuer avec Precious Achiuwa en backup 5, etc., quoi. Je check un peu le Twitter pendant ce temps, vu qu'on a un peu fini sur les matchs. Apparemment, Joel Embiid va jouer contre Dallas. C'est bizarre ça. Et c'est la première fois qu'il joue contre une équipe autre que Charlotte ou Détroit, non, cette saison. Si je dis pas de bêtises, non, c'est une blague. C'est une blague. Et apparemment, les équipes écoutent les offres pour Kevin Durant. Il y a moyen qu'on vive un truc sympa jeudi soir, Baptiste. Je pense que ça peut être très sympa. Oui. Bref, voici pour cette belle émission qui n'est pas finie. Restez là. Est-ce qu'il y a encore des gens réveillés dans ce chat pour le J'ai joué avec? Est-ce que toi-même t'es réveillé, Baptiste? Oui, je suis toujours là. Oui, exactement. Abracadabra qui a deviné ce que j'allais dire. Exactement, tout à fait. Bravo, il a sorti ma phrase. Est-ce qu'il y a des gens réveillés dans le chat? Tout à fait. Eh bien, on est parti. Le J'ai joué avec, on cherche un joueur mystère pour conclure cette émission. Le joueur mystère, ça passe. Le critère, c'est les coéquipiers qu'il a eu en carrière. Et on remonte du 50e plus fréquent au premier plus fréquent. Si vous êtes prêts, on peut y aller. On peut y aller puisque le 50e coéquipier le plus fréquent de la carrière de notre ami Mystère, c'est Anthony Edwards. Anthony Edwards. Numéro 49, c'est Lou Holding. Attention, on a des vrais joueurs dans le chat. Je me cache le chat, justement. Je me cache le chat, voilà. 48, c'est Jalil Okafor. Il a joué avec Jalil Okafor, alors ça, je m'en souvenais pas. Il a joué aussi avec Etwan Moore, numéro 47. Etwan Moore. Donc au Pélican, non? Jalil Okafor. Etwan Moore. Ah oui, peut-être, c'est Pelicans, ouais. 46, c'est Lonzo Ball. Il a joué avec Lonzo Ball. Pelicans, Timberwolves. 45, c'est Ian Clark. Ah, ça aussi, c'est Pélican. 44, c'est Frank Jackson. Est-ce que tu te souviens de Frank Jackson ou pas? C'était un tout petit meneur, non? Enfin, ouais. Tout petit. Époque de Duke, ouais. avec Tatum explosif, d'ailleurs. Je crois qu'il est en France, non? Il n'y a pas des... S'il y a des fans de proie, là, je crois qu'il est en France, Frank Jackson, d'ailleurs. 43, c'est Cheikh Diallo, donc effectivement, c'est Pelicans. 42, c'est Anthony Davis, c'est Pelicans. 41, c'est, gros indice, Metta World Peace. Metta World Peace. Autrement connu sous le nom de Ron Artest. Metta World Peace, il a joué 56 matchs avec lui. Je vais dire Taj Gibson, mais... Non, numéro 40, c'est Jrue Holiday. Bon, il y a un thème Pelicans, on a compris. Numéro 39, c'est Darius Miller, c'est pareil. Donc il a fait Pélican et Wolves déjà, puisqu'il a joué avec Anthony Edwards. Ouais. 38, c'est Bobby Portis. Donc peut-être les Bulls, peut-être les Bucks. Il a fait quelque 37. Alors non, c'est pas McLaughlin, c'est pas Vanderbilt, c'est pas Ingles, c'est pas Beverley, c'est pas Austin Rivers. Numéro 37, c'est Brandon Bass. Wow. Numéro 36. Il est pas facile celui-là. Hein. Gros indice, le 36. Il a joué 66 matchs en compagnie de Kobe Bryant. Lakers. Et oui, j'avais déjà dit Metta World Peace. J'avais déjà dit Metta World Peace, Ron Artest. C'est vrai. Qui aurait pu être un indice. Donc il a joué avec Kobe. Alors attends. Il a aussi joué, j'enchaîne, Marcelo Huertas, qui est un peu pareil aux Lakers. Marcelo Huertas. Est-ce que ce serait pas Julius Randle? Exactement, c'est Julius Randle, tout à fait. J'ai cherché la dernière année de Kobe, oui. Eh oui. Je sais. Et il l'avait dans le chat. Aux Lakers de Kobe, ouais. Comment? Ouais. Il y en a qui l'avaient dans le chat? Oui, je crois que c'est Axel le premier qui l'avait. Bravo Axel. Ils sont forts. Bravo Axel. Bravo. Bamzerito l'avait un peu après, je crois. On nous parle de Russell. Non, c'était pas D'Angelo Russell, c'était l'autre. C'était Randle. Donc ouais, bravo le chat encore une fois. Bravo Baptiste. Oui, Bobby Portis, c'était chez toi. C'était au Knicks, non? J'avais oublié que Bobby Portis avait joué. Parce que c'était la saison 2020. Il est déjà là, Randle, en 2020 au Knicks. Oui. Ouais. Ouais. Il signe quand... tu sais, c'est l'été Zion Williamson, Kevin Durant, Kyrie Irving qui se transforment en RJ Barrett et Julius Randle et c'est tout, quoi, en gros. Et donc maintenant, le top 15,
qui va être plus facile, je pense, le top 15 des coéquipiers les plus fréquents de Julius Randle. Qui sont-ils? Reggie Bullock. Non. Reggie Bullock n'est pas dans le top 15. Non, Non. non. Il est 22e. RJ Barrett. RJ Barrett. RJ Barrett est premier, bravo, 297 matchs, il est numéro 1. On nous parle de Quickly aussi, Quickly est deuxième, 259 matchs, bravo. Oh, waouh. Barrett, oui. Mitchell Robinson est troisième. Disons qu'on les fait dans l'ordre ou quoi? Mitchell Robinson, troisième, en effet, tout à fait. On nous parle de Robert Sacré, Garin Chan nous dit Robert Sacré. Oui, Robert Sacré, je vérifie, il est 73e, à peine 25 matchs. Est-ce qu'il y a... Ah, j'ai oublié. Oh, mais c'est n'importe quoi ce que... Alec Burks, parce qu'il a fait quelques passages au Knicks, mais... Il est 15e, bravo, tout à fait, 124 matchs. Bravo. On nous parle de Brunson aussi, laissez-moi vérifier, mais je crois pas que Brunson soit top 15. Non, il est 16e. Jalen Brunson, donc ça passe pas. Ni Robert Sacré, ni... Si, Obi Toppin, 5e. Bravo. Oui. Qui est-ce qu'il a dit? Obi Toppin, c'est Axel, encore une fois, qui est très fort. Bravo, très Axel. Fort. Tu te fais avoir par le chat, hein, mais vas-y, propose des noms. Ah, ils me mettent à l'amende, c'est ça? Mais pour l'instant, c'est eux qui disent les noms et pas toi. Du coup, Josh Hart, je sais pas, je pense oui. aux Knicks. Josh Hart, Knicks et Lakers d'ailleurs. Knicks et oui, parce qu'en plus j'ai hésité à dire Josh Hart quand t'as dit Kobe en proposition de réponse. Quoique, oui. Donc Lakers, Pelicans et Knicks pour Josh Hart. Donc ouais. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ingram. Kevin Knox n'est pas dans le top 15. Kevin Knox. Ingram, on va vérifier. Ingram est 14e, ouais. Bravo. Ingram 14e. D'Angelo Russell, est-ce qu'il est par là? Il est 10e. Bravo. D'Angelo Russell, ça compte. Il est facile, hein, parce que il a beaucoup bougé, donc les 50e places, là, ça bouge beaucoup. Bon, le haut du classement, c'est que les Knicks, hein, on a bien compris. Derrick Rose, du coup, peut-être. Derrick Rose, je ne pense pas. Je ne pense pas que Rose ait fait assez. Non, il est 24e, Derrick Rose, donc ça ne passe pas. Oui. Taj Gibson, où est-il? Taj Gibson est 7e, bravo. Gibson, 7e, 161 matchs. Bravo. Oui. Hartenstein aussi, il est 13e. Eh ben, dis donc, on a quasiment tout le monde. Tout le monde. Il y a des lives et personne ne me prévient. Nous dit Chris PSG, premier message dans le chat. Eh ben oui, bienvenue. Mais je sais pas comment t'as fait pour louper ça, vu que je spamme à peu près partout, sur tous les podcasts et partout, qu'on fait des lives, qu'on a commencé à faire des lives. Mais installe-toi. Clarkson, bravo Axel. Clarkson, ouais, tout à fait. Elfrid Payton. Jordan Clarkson est 4e, exactement. Elfrid Payton est 9e. Bah dis donc, ça s'enchaîne là. Ça s'enchaîne. D'Angelo Russell, on l'a déjà dit. Donc il manque qui? Il manque le numéro 6. Et j'ai envie d'en tenter un, du coup. Puisque si ils n'ont pas eu Zion, ils ont quand même eu RJ Barrett et ils ont aussi eu Cam Reddish. Eh bien, Cam Reddish, ça m'étonnerait. Je n'ai pas l'impression de voir Cam Reddish dans ce classement. En tout cas, il est 67e. Il n'est pas top 15. Bravo. Il manque le 12e aussi. D'ailleurs, j'ai oublié de t'en parler, le 12e. Je sais pas ce qui se passe. Exactement, Ringo vient d'en parler, pardon. J'arrive plus à parler, moi justement. Miles McBride, qui est 12e. Ah, déjà. Il y est, parce que moi en fait je m'étais dit, vu qu'il a joué principalement l'année dernière et que Randle a été blessé l'année dernière, je m'étais dit qu'ils n'avaient pas beaucoup joué ensemble. Bah, ils ont 132 matchs en commun. Ah ouais. Ouais. Nick Young nous dit Garin Chan, il est 19e Nick Young, 107 matchs à peine. Trop de DNP pour Cam Reddish, ouais, effectivement. J'ai l'impression qu'on a déjà dit 20 joueurs. Oui, mais il manque le numéro 6. Il manque le numéro 6 qui... alors, je sais plus qui. C'est quand même pas Jericho Sims. Non. Sur moi. Mais je pense que Ringo devrait le trouver. Ringo sur le chat devrait le trouver. Wink. Non, c'est pas par rapport à son pseudo. C'est parce qu'il en a parlé. Non, c'est pas Hardaway Junior, c'est pas Lou Williams. Lou Williams, c'est 18e. Ringo. Non, c'est pas un jeu de mots par rapport à Ringo. C'est un message de Ringo. Larry Nance Junior, et oui, tout à fait. Tout à l'heure, il a dit, ah mince, c'est Randle, je croyais que j'étais parti sur Larry Nance Junior. Mais oui, c'est Larry Nance Junior, qui est 6e, 161 matchs, coéquipier le plus fréquent, le 6e plus fréquent,
de la carrière de Randle. Et bien voilà, ça nous fait un joli top 15. Enfin joli, non, ça nous fait un top 15. Peut-être on peut le dire comme ça. C'est pas le plus beau ouais. top 15. C'est pas le plus beau. On a pour dire hein, la belle carrière de Randle, on a aussi du Jericho Sims qui est 20e coéquipier le plus fréquent en Knicks. C'est pas bon signe. Tariq Black est 21e. Reggie Bullock. Ouais. Nerlens Noel. Frank Ntilikina. Roy Hibbert. Frank Ntilikina. Ou Roy Hibbert, c'est quoi? C'est aux Lakers, non? Ouais, c'est ça. Aux Lakers 2016, il y avait Roy Hibbert. Ouais. En fin de parcours complet. Corey Brewer. Kyle Kuzma. Taylor Ennis. Bref. Voici pour ce J'ai joué avec. J'espère que ça vous aura plu. Voici pour cette quotidienne. On va parler de pas mal de choses, y compris de ce match entre Rockets et Knicks. Merci beaucoup, Baptiste. Eh bien, merci à toi, Guillaume. Et merci au chat qui est toujours très très fort au quiz. Oui. Invaincu au quiz, le chat. Invaincu, tout à fait, ouais, tout à fait. Merci à tout le monde dans le chat. Encore une fois, une soirée très active. Ça fait plaisir. Donc merci. Et on se dit, je pense, à demain. À demain. Ciao. Ciao.